Thomas. D'accord. Oui, alors il y aura une rediffusion, j'en profite pour faire l'annonce d'un enregistrement de la réunion qui permettra d'avoir les meilleurs moments de ce débat. Donc, je reviens sur ce que je disais. On a aujourd'hui autour de la table des gens qui sont d'accord pour dire que le problème, que la société pose problème pour l'environnement, le modèle actuel. Et donc, là où le débat va commencer, finalement, c'est comment modifier ce modèle. On va avoir d'un côté la croissance verte pour altérer le modèle, et c'est-à-dire on va penser que la croissance et le respect de l'environnement sont compatibles. On va donc initier une croissance verte. Et de l'autre côté, d'un côté, c'est Wall Street pour la croissance verte, et de l'autre côté, on a plutôt Ulysse qui va parler un peu plus de la décroissance, c'est-à-dire qu'il va essayer d'abolir le système actuel puisque la croissance et le respect de l'environnement ne sont pas compatibles pour eux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nos invités sont particulièrement renseignés sur ces thématiques. Et avant que le débat commence, à travers un plan que je vais annoncer, je vais vous expliquer comment ça allait se passer. Donc, on va avoir la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et on a un modérateur, Augustin, on remercie. Et il va regarder avec moi le chat pour voir les questions pertinentes et les intégrer au débat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous pouvez également checker les sources si vous avez des doutes, sachant que, comme je vous l'ai dit, un peu le travail qui a été fait a été sourcé. Et donc, quand on pourra, on essaiera de partager nos sources directement, mais n'hésitez pas également à aller chercher les sources. Alors, merci beaucoup pour l'info. On va essayer de faire attention au son. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ensuite, c'est un débat qui est dans le respect des idées de chacun. Donc, ne soyez pas agressifs dans le chat. Soyez respectueux les uns des autres. Et du coup, on va pouvoir aborder le plan du débat. Donc, dans un premier temps, on va approfondir un peu ces deux modèles qui sont proposés, c'est-à-dire la croissance verte, que Baptiste et Rémi vont introduire. Et ensuite, nous aurons côté Ulysse, Paul, Silvio et Yael qui vont introduire la notion de décroissance et du coup, à chaque fois, leurs arguments respectifs. Donc là, après, ce sera une bonne base pour aborder des questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Nous, on en a quelques-unes déjà autour des thématiques suivantes. Donc, les questions autour des limites planétaires, des questions autour des régimes politiques qui seraient possibles ou utiles de mettre en place pour aborder ces transitions. On aura également des questions plus sociales avec la place de l'emploi, du travail. On aura également des questions économiques sur comment mettre en place un système économique et ou bancaire fiable dans un contexte de décroissance ou de croissance verte. Et enfin, une question qui va en intéresser beaucoup ici, que ce soit les professeurs qui nous rejoignent ou les étudiants ingénieurs, c'est quel est le rôle des ingénieurs et la place des ingénieurs dans ces deux modèles. Et donc, évidemment, ça abordera les questions de l'éducation des ingénieurs, thématique assez forte à l'IPT en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions tout le long de la conférence, encore une fois. Mais pour le moment, je vais laisser donc la parole à Wall Street, qui va nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la croissance verte et présenter quelques arguments contre la décroissance. Donc, Baptiste, c'est à vous. Très bien. Alors, du coup, pour commencer, on va présenter une première base, c'est la définition du PIB. Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut, et c'est un indicateur économique qui est très utilisé pour décrire l'état de santé économique d'un pays. Alors, pour le définir, actuellement, il y a trois façons, mais en fait, les trois se rejoignent de le définir. Le total des consommations, le total des revenus et le total de la production. Et pourquoi je vous donne la définition du PIB? C'est parce que on pourra plus tard dans le débat la remettre en cause. Mais le modèle de la croissance verte, il se base sur l'état actuel de la société et du modèle économique. Donc, il reprend notamment cette notion de PIB. Et pour donner une définition de la croissance verte, je vais prendre la définition qu'en donne l'OCDE. Donc, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, c'est une organisation mondiale. Et la définition, je vais la citer tout simplement. Promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La croissance verte, elle va chercher à répondre à l'enjeu écologique, mais aussi aux défis sociaux et économiques, notamment le développement des pays, que ce soit les pays développés, mais surtout les pays en voie de développement. Et pour ça, elle va essayer d'améliorer des points qui actuellement posent problème comme on l'a dit, dans le système. Par exemple, la croissance verte, elle propose d'améliorer la productivité. Quand on dit améliorer la productivité, on veut dire par là
et exploiter plus efficacement les ressources naturelles dont on dispose. Essayer de mieux recycler, essayer d'utiliser plus longtemps et d'une meilleure manière ce qu'on sait utiliser. Il y a aussi toute une partie intéressante au niveau de la finance et du commerce, puisque la croissance verte, elle a pour projet d'ouvrir les marchés financiers, et les marchés en général d'ailleurs, à des nouveaux biens de consommation qui seront des biens de consommation écologiques, des biens de consommation verts. C'est-à-dire que pour la croissance verte, l'écologie doit passer par une stimulation de la demande. On doit inciter les gens à consommer vert et éviter pour cela, du coup, les consommations qui vont polluer. Rémi, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, bah, tu as bien résumé la chose. Juste pour le PIB, tu as bien dit que c'était défini de trois manières différentes. Aujourd'hui, même, on fait même dans les calculs de PIB une combinaison des trois, en fait, avec différents facteurs suivant les trois qu'a cité Baptiste. Donc, la production, qui est du coup tout ce qui touche à la valeur ajoutée, donc la création des entreprises, la production, voilà, donc tout ce qui est valeur ajoutée. L'approche par les revenus, donc c'est les revenus et la consommation, donc ce que disait Baptiste aussi, qui est donc ce que consomment les ménages, qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils touchent en salaire. Ça donne un indice du coup de stabilité d'un pays, de richesse d'un pays. Et puis aussi l'approche par la demande, donc c'est pareil, c'est ce qu'il disait, c'est juste pour préciser, hein, qui est donc l'investissement et ce que demande le consommateur. Donc la consommation, l'investissement aussi des entreprises est aussi classé dans cette partie-là. Et puis donc, comme disait Baptiste, c'est la croissance verte, c'est surtout mieux utiliser les ressources. Aujourd'hui, on sait et on sera tous d'accord là-dessus que le réchauffement climatique, il est là, l'urgence climatique, elle est là, et qu'il faut agir. Et pour agir, nous, ce qu'on pense en tout cas du côté de Wall Street avec la croissance verte, c'est du coup de développer des technologies, des moyens qui permettraient du coup de réduire ce réchauffement et même de l'inverser dans le meilleur des cas, évidemment, dans le meilleur des mondes, avec du coup des nouvelles technologies et des avancées majeures. Très bien, merci Baptiste et Rémi. On reviendra à vous dans un instant pour parler un peu de votre point de vue sur la décroissance. Juste avant, justement, j'aimerais que côté Ulysse, vous parliez de ce qu'est la décroissance. Donc, Paul, si… Je crois qu'on avait plutôt parlé des remarques d'abord sur la croissance verte, sinon ça ne fait pas forcément sens. Oui, alors si vous pouvez préférer parler des arguments contre la croissance verte, allez-y. Je peux m'en occuper sur la partie biophysique, on va dire. En termes biophysiques, on peut assimiler l'économie à un flux avec de l'énergie et de la matière en intrants. Du coup, pour produire des biens et des services et rejeter des déchets. Voilà. Donc, ce flux, il peut être soutenable uniquement si il reste dans la capacité de régénération des écosystèmes, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Là-dessus, on va être d'accord. Si on peut afficher une courbe, je vais vous parler un peu de découplage et du coup de découplage entre le PIB et les pressions environnementales. Non, ça va être celui d'après. Voilà. Donc, le pari de la croissance verte, c'est le découplage absolu entre le PIB et les pressions environnementales. Mais ce découplage, il doit être absolu, global, durable, suffisamment rapide et à grande échelle. Et un découplage comme ça, il ne s'est jamais produit. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un découplage relatif des émissions de gaz à effet de serre entre les émissions de gaz à effet de serre et le PIB. Donc la courbe en verte et la courbe en bleu. On voit qu'elles sont relativement corrélées avant les années 80 et qu'après les années 80, donc, on sait qu'il y a eu des chocs pétroliers, on a trouvé de nouvelles sources d'énergie, parfois moins carbonées. On a un découplage relatif. Donc les émissions de gaz à effet de serre augmentent moins vite que le PIB. Par contre, sur l'empreinte matérielle du PIB, là, on a une corrélation parfaite. Et c'est là-dessus qu'on peut dire qu'il n'y a pas de découplage sur l'empreinte matérielle. Et on n'a pas de découplage absolu
sur les deux facteurs. C'est improbable que ce découplage se produise un jour pour plusieurs raisons, dont les effets rebonds, on pourra peut-être définir, le déplacement des problèmes et le potentiel limité du recyclage. On recycle très peu actuellement et les produits qu'on construit sont très peu recyclables. À ça, je peux ajouter un exemple d'une note en fait, qui m'a marqué. C'est une note de l'Agence européenne de l'environnement. C'est une agence de l'Union européenne. En janvier 2021, elle écrit une note qui s'intitule « Croissance sans croissance économique ». Et la conclusion dans leur rapport, c'est que le découplage total de la croissance économique et de la consommation des ressources n'est sans doute pas possible. Et ils ajoutent à ça que la post-croissance et la décroissance sont des alternatives aux conceptions traditionnelles de la croissance économique. Et donc, ils offrent des perspectives intéressantes. Voilà pour quelques arguments contre la croissance verte. Si tu veux ajouter quelque chose, Silvio. Moi, je vais être plus sur un point de vue social avec le modèle de la croissance économique qui continuerait donc d'un point de vue plus vertueux pour l'environnement. Il y a une grosse part de la croissance économique qui produit des inégalités. Ça a été très documenté. Et je vais aller rapidement sur cette partie parce qu'on sera amené à y revenir, mais je vais juste citer un petit chiffre. C'était fait par le World Inequality Report de 2018 et on se rend compte que 1% des plus riches captent 27% de la croissance, tandis que 50% des plus pauvres captent 12% de la croissance à l'échelle mondiale depuis ces 40 dernières années. Donc, même en imaginant qu'on continue comme ça encore 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 3000 ans, je ne sais pas, ça pose la question du souhaitable. Est-ce que c'est souhaitable que 1% gagne des centaines de fois plus que les 50% les plus pauvres? Effectivement, c'est une question très pertinente. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie sur les questions. Donc, on a vu que la croissance verte, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et à la place, vous penchez du coup sur une autre solution qui serait la décroissance, c'est ça? Ouais. Paul, alors, donc, du coup, pour la présenter voilà, dans son principe, donc, comme expliqué par Gaël, il y a déjà des éléments qui permettent de dire que la poursuite de la croissance n'apparaît pas nécessairement comme possible déjà sous sa forme actuelle. Chaque jour de retard pris, en fait, la question du timing est très importante. Chaque jour de retard, chaque année de retard pris sur un changement à ce niveau-là, en fait, augmente les efforts à faire les années suivantes. Je crois que c'était le sens du graphe que tu n'as pas commenté, mais qu'on peut peut-être maintenant. Je le commenterai. Tu le commenteras après? Ok. Mais donc, du coup, déjà, la croissance telle qu'elle existe actuellement, elle n'est pas forcément souhaitable. Mais la croissance sous sa forme dite verte, on n'en a aucune trace empirique actuellement, si ce n'est sous forme de découplage parfois absolu, mais extrêmement restreint dans le temps. Donc, au vu des enjeux qui sont les nôtres au niveau de l'urgence écologique, la question de sa plausibilité, sa capacité à arriver à temps se pose avec beaucoup d'intérêt. Et comme le dit Silvio, en plus, au-delà de ça, il y a la question de se poser, est-ce qu'elle est souhaitable? Bon, une fois qu'on a posé ces critiques-là, la question c'est comment on peut être conséquent et proposer une alternative là-dessus. Et donc la décroissance est effectivement une proposition de réponse. Une définition, on va dire très générale, ce serait, donc, proposée par Jason Hickel, c'est la décroissance est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant, de manière à réduire les inégalités et à augmenter le bien-être des personnes humaines. En fait, dans l'histoire de la décroissance, il y a eu plusieurs étapes dans sa conception. La première était essentiellement sous la forme du déclin. Effectivement, on va juste réduire notre consommation, réduire notre production, etc. Mais en fait, avec le temps, et à partir des années 2000, essentiellement, la question de la décroissance comme démarche d'émancipation, comme destination, s'est posée et a été conceptualisée. En fait, la décroissance ne veut absolument pas être une politique austéritaire ou quelque chose du même genre, parce que même une récession, en fait, elle ne veut pas correspondre à ce qu'on définit comme une récession actuellement, pour la simple et bonne raison qu'elle se veut planifier. Or, une récession, par définition, ça ne l'est pas. Et généralement, dans ce genre de situation, dans le modèle actuel, ce qui se passe, c'est qu'on va rogner sur les droits sociaux et les questions environnementales
au motif de faire revenir la croissance qui permettra peut-être plus tard, un jour, d'avoir de nouveau accès à des meilleurs droits sociaux et à un soin de l'environnement. La décroissance, elle part du postulat inverse, elle est de dire, bah non, en fait, la priorité, c'est obtenir ces droits sociaux et c'est préserver l'environnement. Et donc, on va se donner les moyens, plutôt que de faire le pari d'une croissance verte incertaine, on va se donner les moyens de les atteindre en agissant directement sur les facteurs qui posent les problèmes. D'accord, merci Paul pour ces définitions. Et il me semble que du coup, Baptiste, vous avez des remarques à faire sur les arguments de la décroissance. Juste une petite remarque, en fait, c'est que quel que soit le modèle qu'on prend, décroissance ou croissance verte, dans les deux cas, c'est des modèles qui n'ont jamais réellement été mis en place. Et donc, en fait, la question du timing, tu en as parlé, elle est valable aussi pour la décroissance. Parce que la décroissance, alors je pense qu'on en reviendra dans une des questions, elle a d'autres enjeux et d'autres défis à relever. Et la croissance verte, cette question du découplage, elle est importante. Même si le découplage n'a pas lieu actuellement, on ne peut pas prédire qu'il n'arrivera pas. Il y a des chiffres qui montrent que ce n'est pas bien parti. Mais il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que dans le modèle de la croissance verte, il y a une part très importante qui est laissée justement au libre arbitre et aux envies des gens. Et en fait, si actuellement le découplage n'a pas lieu, c'est tout simplement parce que les gens n'en ont pas envie. Et ça, c'est une chose, on en reviendra, qui a aussi son importance dans la décroissance. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que quel que soit le modèle, on est sur des bases de prévision, d'hypothèses. Et la croissance verte, tout comme la décroissance, veut se donner les moyens d'améliorer la situation. Ce n'est pas un modèle qui ne fait rien. Il y a des choses qui sont faites des deux côtés. Oui, tout à fait. Finalement, on est dans l'hypothétique aujourd'hui. Et du coup, on abordera ça dans les questions, mais on va peut-être parler de quelques expérimentations qui pourraient exister. Juste avant d'aller plus loin, alors Julien Bernard a posé une question dans le chat. Alors, la question n'est pas complète, je crois, mais il voulait parler de l'équation de Kaya qui exprime une relation linéaire entre le PIB par habitant et les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus ou pas spécialement? Oui, je peux répondre rapidement. Essentiellement, c'est une identité, en fait. C'est une équation qui littéralement dit les émissions de CO2 correspondent à l'émission de CO2 par point de PIB, fois point de PIB par consommation énergétique, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment juste une identité qui est construite par des rapports entre différentes grandeurs qui sont multipliés les unes entre les autres. Sa pertinence est somme toute relative dans la mesure où, par construction, en fait, dans une équation de ce genre-là, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et en fait, elle est aussi très dépendante, et là, pour le coup, je vais donner presque un argument pour la croissance verte, elle est très dépendante de comment on définit le PIB à un moment donné. En fait, il suffit que la définition change, et le taux d'émission par point de PIB va changer drastiquement aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui rend l'équation de Kaya intéressant sur le principe général, mais pas très utile, en fait, après, dès qu'on veut poser concrètement les choses. D'accord, merci Paul pour cette précision. Donc là, on a compris que de par l'aspect hypothétique à la fois de la croissance verte et de la décroissance aujourd'hui, dans le sens où il y a pas, c'est pas encore à grande échelle, enfin, les invités confirmeront ou pas après, on a des questions assez fortes qui se posent. Notamment, on va commencer par l'approche sur les limites planétaires. Et comment, du coup, alors pour commencer, Gaël, tu voulais expliquer un peu comment la décroissance pouvait matcher, entre guillemets, avec les limites planétaires, c'est ça? Oui, montrer que le système Terre a des limites, et je voulais faire un petit focus sur la sobriété. Normalement, il y aura un petit graphique, celui un peu plus haut. Voilà, pour vous montrer en fait les efforts qui vont être demandés si on veut être en accord avec les 10 accords de Paris. Donc, l'objectif pour 1,5 degré de réchauffement, il faut que nos sociétés réduisent par 4 les émissions à horizon 2030. Donc, vous imaginez qu'il y aurait un passage de 10 tonnes de CO2 équivalent à 2,5 tonnes de CO2 équivalent pour un Français moyen en 8 ans.
En fait, les efforts, il faut les faire maintenant. Et c'est ce qui pose problème avec la croissance verte, c'est que le défi, il est très important et ça va trop lentement. Alors, c'est pour ça que nous, avec la décroissance, on propose plus un modèle de rupture et qui va permettre d'amener de la sobriété et d'amener, de tenir ces objectifs-là, en fait. J'avais autre chose sur la gourmandise, on va dire, en ressources minières de la croissance, en fait, et de la croissance verte. Si tu peux mettre le graphique sur le cycle. Voilà, il y a un cycle, en fait, qui met à mal la croissance économique. On a dit que la croissance économique est interdépendante de l'énergie. Et en fait, cette énergie, elle va être de moins en moins abondante. Les énergies fossiles ont un stock fini. Et donc, elles vont être de moins en moins abondantes. Sauf que nous, notre production d'énergie, elle va demander de plus en plus de matériaux. Alors, pourquoi ? Parce que pour extraire de l'énergie, on va avoir besoin d'aller chercher plus loin, donc plus de matériaux, plus de technologies. Et l'émergence des nouvelles énergies renouvelables vont demander plus de matériaux pour 1 kWh produit, surtout des matériaux métalliques. On se rend compte qu'en fait, les minerais sont de moins en moins concentrés dans les mines. Alors, on a besoin de plus en plus d'énergie pour les extraire. Et donc là, on voit le paradoxe et on se dit, d'accord, alors ce cycle, il met à mal la croissance économique parce que ça ne matche plus. J'avais une phrase aussi d'Emmanuel H qui m'a marqué, c'est les métaux sont le pétrole du XXIe siècle, tout simplement parce que l'émergence de ces nouvelles énergies va devoir consommer de plus en plus de métaux et ça soulève une question majeure. En fait. Il y avait justement sur le pétrole cette idée que le pétrole va coûter de plus en plus cher, énergétiquement parlant, à aller chercher, et que du coup, ça faudra même du coup d'aller chercher ce pétrole, puisque ça consommera plus. Du coup, il restera finalement toujours du pétrole, mais qui ne vaut pas le coup d'aller chercher. En fait, plus que le prix, c'est le taux de retour énergétique. J'ai dit le prix énergétique, voilà. Le taux de retour énergétique, si je ne me trompe pas, dans les années 20, on était autour d'1 baril pour 100 barils. Donc, avec 1 baril, j'arrive à extraire 100 barils. Maintenant, on est plus autour, avec 1 baril, j'extrais entre 10 et 20 barils. Ouais, d'accord. Et quand on connaît l'interdépendance entre nos économies et le pétrole, ça pose problème. Ouais. Si je peux rajouter juste une petite précision au passage, parce que là, on en parle du pétrole comme une histoire de problème de ressources en termes de disponibilité géologique. On sait actuellement qu'on a trop de pétrole par rapport aux objectifs climatiques. Effectivement. Donc, en fait, indépendamment, alors certes, si on décidait de n'avoir rien à faire, ça deviendrait un problème de ressources, mais actuellement, en fait, c'est un problème de surprésence de cette ressource. Et pareil pour le charbon. Ouais. Et Sylvain, du coup, vous aviez des points à rajouter sur les limites planétaires? Oui, alors moi j'avais aussi un graphe, je pense que c'était juste en dessous. Oui, là c'est ça. Alors moi je vais plutôt être sur une limite qui a été abordée au tout début. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le cercle, le cercle des 9 limites planétaires présenté par Gaël, il y avait la biodiversité qui était présentée en rouge comme vraiment un risque élevé. Là je voudrais présenter l'indice planète vivante, donc le Living Planet Index. On s'aperçoit que cet indice planète vivante, donc il mesure la diversité des espèces sur Terre en se concentrant sur les mammifères principalement, mais il est quand même intéressant parce qu'on se rend compte que depuis les années 70, la diversité des espèces a diminué de presque 70%, notamment avec des chutes démographiques des espèces. Et je pense que c'est un problème qui est relativement peu traité dans les médias par rapport à la surabondance du changement climatique et du risque pour l'homme. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls à habiter la planète. Et notamment, c'est intéressant cet indice parce que ce n'est pas forcément le changement climatique qui est le plus responsable de la perte de biodiversité. Ça va être, comme l'a dit tout à l'heure Gaël, le changement d'occupation des sols, les pollutions, etc. Et dans les pollutions, une des pollutions majeures qui est responsable, enfin, en grande partie de la perte de ces espèces, c'est notamment l'agriculture avec tous les intrants et autres phytosanitaires qui sont des vraies plaies environnementales et qui sont
qui continuent d'être toxiques, même des dizaines d'années après l'arrêt de leur utilisation, leur interdiction pour leur toxicité, etc. Et donc, je trouve que cet indice est très intéressant de ce point de vue-là. Oui, parce que du coup, ça vaut le coup de rappeler à ce moment-là que le changement climatique, c'est une des limites planétaires, et donc on en a vu 9, et on a tendance à se focaliser un peu, on parle des accords climat, on va parler des accords limites planétaires, presque, finalement, c'est bien ça. Donc, voilà, les limites planétaires, c'est vraiment un tout, et du coup, pour résumer un peu votre position, finalement, c'est qu'à travers les limites planétaires, la décroissance, on va la subir quoi qu'il arrive, puisque les limites décroissent, c'est à peu près ça. Oui, on est sur un socle qui vacille et on a besoin de tous les écosystèmes, tous les services écosystémiques. Et ça, on ne peut pas le remplacer. Enfin, même avec les technologies les plus perfectionnées, on ne pourra pas remplacer la nature, en fait, les écosystèmes. On a quand même vu des abeilles robotiques en Chine. Non, ça ne marchera pas. Alors, ça remplit certes peut-être une fonction, mais l'abeille, elle a des fonctions tellement multiples, on ne connaît pas la nature. Et donc, c'est ça qui pose problème. Et visiblement, ça valait le coup de le préciser quand même. Et surtout, un des aspects, notamment de ces abeilles robotiques qui ont fait un peu de bruit, c'est que c'est chouette, ça remplace les abeilles, sûrement, ça remplace peut-être même assez bien les abeilles domestiques ou les abeilles qu'on a l'habitude de voir. Mais est-ce que ça remplace les abeilles qu'on a moins étudiées, les autres espèces d'abeilles? Il y a des centaines d'espèces d'abeilles. Et tous les autres invertébrés et vertébrés qui ont été complètement exterminés par notamment les produits phytosanitaires dans l'agriculture. C'est cool, ça remplace une espèce, mais en fait, les écosystèmes, c'est vachement plus complexe qu'une espèce. Et en plus, ça ne remplace pas les interactions entre les abeilles qui ont, elles, peut-être été remplacées et les autres habitants de l'écosystème. Ouais, donc les limites planétaires sont difficilement remplaçables. Rémi, vous aviez quelques informations à nous donner, quelque chose à dire sur les limites planétaires, il me semble? Oui, alors j'ai quelques réponses à donner, surtout à Gaël. Je voulais revenir sur ce que tu disais, qu'il fallait moins consommer pour du coup moins émettre, ce qui est globalement vrai. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Le problème de la décroissance avec le fait de consommer toujours moins, c'est qu'il ne se fait pas de moins consommer, mais il faut mieux consommer. Et c'est ça le problème principal, c'est que en fait, aujourd'hui, toutes les productions sont délocalisées à un très faible nombre d'endroits, principalement la Chine, l'Asie, et que du coup, de ce fait-là, les autres pays sont tributaires de ces pays-là et du coup doivent utiliser d'énormes transports, d'énormes moyens de transport qui polluent énormément. Donc, consommer moins, c'est bien, mais la principale chose à faire, c'est de consommer mieux. Alors, je suppose que c'est aussi dans le but de la décroissance, mais c'était quand même quelque chose à préciser. Et puis ensuite, pour revenir sur les énergies renouvelables, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur les matériaux des énergies renouvelables, ce qu'il faut utiliser pour faire les énergies renouvelables. Tu disais que c'est principalement des énergies métalliques. Alors, je suis complètement pas d'accord avec ça. La plus grande part d'énergie renouvelable au monde est l'hydraulique. L'hydraulique n'utilise quasi pas de métal. C'est énormément de grosses infrastructures, donc c'est beaucoup de béton. Bon, certes, les armatures, elles, sont en métal, mais ça représente un coût très faible par rapport à ce que peut produire un barrage hydroélectrique, par exemple. Pareil pour tout ce qui est le solaire. Le solaire utilise peu de métaux, mais plutôt d'autres ressources. On parle là principalement du silicium, qui pose encore d'autres problèmes, surtout pour le recyclage. Je suis en stage au CEA et je travaille sur les photovoltaïques, donc globalement, je sais à peu près de quoi je parle. Mais pour les énergies renouvelables, en fait, c'est grâce à la croissance. En fait, on oublie, c'est grâce à l'innovation, grâce à l'ingénierie, qu'on est arrivé à dépasser les problèmes qu'on a vus avec le pétrole, avec toutes les énergies fossiles, qu'on a pu voir dans les années 70, qui s'est accentué avec les crashs pétroliers, les différents crashs pétroliers, surtout dans les années 70, qu'on a eu de façon mondiale. Et c'est grâce à ces choses-là que le monde s'est relevé, que les ingénieurs ont travaillé, et c'est grâce à la croissance, qui du coup est une croissance verte au final, puisqu'on crée de l'énergie verte, et c'est grâce à cette croissance qu'on se retrouve à avoir des énergies qui sont décarbonées
et qui produisent très peu et qui surtout ont des bilans carbone, parce que ce n'est pas le tout de proposer des choses qui ne produisent pas de CO2. Il faut que le bilan carbone complet de ce qu'on utilise soit bon. Donc voilà pour ça. Et justement, Thomas, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Rémi, Rémi disait qu'il fallait consommer mieux. Et justement, je voulais parler de consommation. L'idée, c'est que le problème, comme il disait, ce n'est pas la croissance économique et la consommation telle qu'elle, c'est la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon, enfin, les éléments sur lesquels se base la croissance économique. Et un argument de la croissance verte, c'est de dire que la croissance, si on l'a défini ou on l'emploie d'une autre manière, peut être une solution au problème. Par là, je pense au fait que, donc je me répète en disant que la croissance n'est pas le problème en elle-même, c'est la façon telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle peut être une solution. Et je pense aux innovations qui sont faites grâce à la croissance. Et justement, l'idée sur laquelle se base la croissance verte, c'est que les innovations permettent une amélioration de la productivité, notamment dans l'utilisation des matières, des ressources, qui justement, grâce à la productivité, on va pouvoir produire mieux, utiliser moins de ressources pour les mêmes rendements, voire pour plus de rendements. Donc, ça rentre aussi dans l'idée que la croissance verte essaye de répondre aux objectifs environnementaux. Et je voulais parler aussi d'un exemple assez concret. Le fait est que, pour justement mentionner le fait que la croissance peut être un problème, en repartant sur les innovations, il y a des innovations qui sont faites justement dans le but de respecter l'environnement. Je pense notamment à l'impression 3D et au reverse engineering. En gros, on a des imprimantes 3D à l'heure actuelle qui sont capables de scanner des pièces cassées qui n'avaient pas été scannées à l'époque et de justement, à travers un scan et un nuage de points, leur redonner leur forme originelle et de reconstruire la pièce afin justement de remplacer la pièce et de ne pas jeter les biens. Et donc justement, là, la croissance apporte une solution au fait qu'on met trop de déchets, au fait qu'on pollue trop, puisque là, justement, l'innovation et la croissance permettent d'allonger la durée de vie des objets et, encore une fois, justement, d'intégrer les objectifs environnementaux. D'accord, donc effectivement, on voit bien que ce soit côté croissance verte, côté des croissances, il y a les arguments. Et du coup, justement, vous vouliez… Oui, juste Ulysse prend la parole. Juste une petite précision sur l'énergie hydraulique. C'est une énergie qui a un potentiel limité parce qu'on a déjà à peu près mis toutes les installations possibles dans le monde. Après, il me semble qu'il y avait quelque chose sur les énergies renouvelables. Pour rappel, on a un socle énergétique qui est composé à 85% de fossiles, donc gaz, charbon, pétrole. Les énergies renouvelables, ça correspond à un petit pouillème de ce qu'on consomme. Et donc, il faudra expliquer comment on arrive à décarboner avec des énergies renouvelables, alors que quand on regarde les faits, ces énergies renouvelables, elles se sont juste superposées à notre consommation d'énergie fossile. Elles n'ont en aucun cas substitué cette énergie fossile. D'accord. Certains pays ont supprimé totalement les énergies fossiles. Je parle principalement des pays nordiques. Les pays nordiques sont passés quasiment à 100% d'énergie renouvelable. Alors, moi, je veux savoir comment leur voiture fonctionne. Bon, certes, il y a un peu d'électrique, mais il y a beaucoup de pétrole et ils importent énormément de choses. On va dire 50% de leur consommation, et leur consommation est faite dans des pays qui utilisent des énergies fossiles. C'est ce que je disais aussi au début. C'est ce que je disais aussi au début sur le consommer mieux et pas consommer moins. On va passer à la suite du débat, mais on sent que de toute façon, dès qu'on a parlé des limites planétaires, on est très vite arrivé sur les problématiques énergétiques. Du coup, c'est inclus dans un ensemble de problématiques. On voit que la question est encore en suspens. Mais en tout cas, que ce soit croissance verte ou décroissance, il va falloir faire une transition vers ces nouveaux systèmes et notamment une transition politique peut-être. Et du coup, la question, Baptiste, pour commencer, quel régime politique pour la transition vers la croissance verte? Est-ce qu'il y a une crispation politique autour de cette question?
Justement, c'est le grand point, c'est que l'avantage de la croissance verte, et je reviendrai par rapport à la décroissance, c'est qu'on reste dans un système qui est suffisamment proche du nôtre actuel, en changeant ce qu'il faut changer évidemment, pour que ça puisse se lancer, qu'il y ait des actions qui soient faites. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais au moins c'est proche. Et tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'on devait atteindre des objectifs d'ici 9 ans. Je pense que c'est ce qu'on avait fixé tout à l'heure. Mais en fait, je vais le dire un peu de manière caricaturale, mais cet objectif de 9 ans, la décroissance ne peut pas y arriver. Pourquoi? Je vais expliquer. Tout simplement parce que c'est un des arguments qui est souvent retenu contre la décroissance, c'est la faible capacité qu'elle a à fédérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit bien que l'enjeu climatique, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. On a une sensibilisation du public à ces sujets. Et pourtant, peu de choses sont faites depuis 30-40 ans. Ça, on est d'accord. Peu de choses sont faites. Si en 30-40 ans, on a réussi à faire si peu, faire accepter aux gens un modèle décroissant avec une plus faible consommation, ça risque d'être très, très compliqué. Surtout que nous, sans jeter des fleurs à la France n'est pas l'un des plus gros pollueurs au monde. C'est un des plus gros, mais pas l'un des plus gros. Et faire accepter des modèles décroissants à un seul pays, c'est potentiellement dangereux pour le pays en lui-même déjà. Parce que s'il n'y a qu'un seul pays qui décroît alors que les autres non, en fait, ça devient juste une faiblesse économique et il va se faire manger par les autres économiquement. Et pour ensuite fédérer autour du modèle de la décroissance, la question, par exemple, alors c'est un peu facile, mais la question de la Chine. Comment faire décroître la Chine alors qu'ils n'ont pas l'air prêts à le faire? Donc, cette question de vitesse, si elle est difficile à tenir pour la décroissance, je la trouve encore, pour la croissance verte plutôt, je la trouve encore plus difficile pour la décroissance par ce problème pour fédérer. Et l'un des risques aussi qui vient, on va parler plutôt d'enjeux autour de la décroissance, c'est que pour que ce modèle fonctionne, il va falloir au bout d'un moment forcer les gens. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, c'est difficile pour que les gens vont d'eux-mêmes décroître. Il y en a qui y arrivent très bien, mais la majorité des gens ne le font pas. Et je vais par exemple vous citer un passage qui se trouve dans la Constitution française, qui est la liberté de commerce et d'industrie. La liberté du commerce et d'industrie, c'est donc inscrit dans la Constitution. Elle est composée de la liberté d'entreprendre, la liberté d'exploitation et la liberté de commerce. Comment, aujourd'hui, concrètement, c'est une vraie question, obliger des gens à ne pas polluer, si ce n'est en passant par un système politique restrictif, voire autoritaire. Et c'est une des grandes critiques de la décroissance et de l'éco-autoritarisme en général, on va dire. Donc, c'est les deux points, en fait. Une part, difficulté de fédérer nationalement et mondialement, et aussi risque de dérive sur tous les points. Là où la croissance verte, justement, a cet avantage, si on peut au moins dire ça comme ça, d'être plus doux dans la transition. J'entends Paul bouillir d'impatience de répondre. Paul, vous avez la parole. Je vais essayer de répondre sur chacun des points. En plus, c'est bien, tu les as bien présentés. Déjà, je vais commencer peut-être par répondre sur la question de l'aspect, la croissance verte, ce serait potentiellement plus doux, etc. Moi, j'aurais envie de dire que actuellement, ce qu'on observe, c'est des crispations autoritaires dans des pays qui recherchent la croissance. Donc, empiriquement, ce qu'on observe déjà actuellement, en fait, c'est une crispation autoritaire dans ces pays-là. Ensuite, le problème de la croissance verte, dans ces difficultés, c'est une question de mur. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est qu'il y a un mur physique qu'elle va se prendre et dont les conséquences sont celles qu'on sait. À côté de ça, la décroissance, elle a des difficultés, effectivement, mais ces difficultés, donc, elles sont sociopolitiques. Les difficultés sociopolitiques, elles ont l'immense avantage de n'être fonction que
essentiellement de la bonne volonté politique. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça c'est sûr, mais c'est quand même autre chose qu'une contrainte physique. Là, c'était pour les réponses sur le plan essentiellement croissance. Donc, du coup, sur les points que tu soulevais sur la difficulté de fédérer de la décroissance en propre, moi, j'aimerais commencer par dire que, de fait, si la décroissance a un problème d'image actuellement, c'est peut-être aussi parce que, justement, elle est une idéologie qui est actuellement marginale. Et c'est le principe de toute idéologie marginale de ne pas pouvoir fédérer au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit nécessairement le rester. Et en fait, on a même des signes faibles, mais néanmoins assez significatifs, que ça n'a pas l'air d'être un mur si violent que ça, conceptuellement parlant. Il suffit de regarder les discussions qui ont lieu à la Convention citoyenne sur le climat pour voir que les mesures étaient extrêmement ambitieuses qui ont été proposées. C'est d'ailleurs pour ça qu'en grande partie, elles ne sont pas vraiment reprises actuellement. Et en fait, on s'aperçoit, en tout cas, le témoignage qu'ils nous en donnent, les personnes qui ont participé à ça, c'est qu'en fait, c'est quand on leur a donné le temps de vraiment se former sur ces questions et de comprendre en fait l'intensité des enjeux, alors ils se sont dit, bah oui, on va être conséquent, et pour être conséquent, il faut faire ça. Donc en fait, le problème de la décroissance, ce serait plutôt un problème justement d'image et de formation, de débat politique en fait sur ces questions, c'est de repolitisation de l'économie. Et en fait, bah, c'est pour ça, à la base, qu'on a ce débat et que en fait, beaucoup de débats sur ces questions, à mon avis, vont avoir lieu dans les années qui suivent. C'est parce que c'est un vrai débat politique. Ouais. Baptiste, vous aviez un point à aborder Juste rapidement, parce que ça ne va pas forcément ouvrir après, mais en fait, cette question un peu d'éducation des gens à la décroissance, je suis tout à fait d'accord que c'est l'enjeu. Je vois aussi les progrès que ces concepts font. Et honnêtement, je suis très content de ces progrès. La chose qui, par contre, pose problème, c'est la question du temps, qui se joue en fait dans les deux modèles. En fait, cette question du mur, elle est dans les deux modèles. Dans les deux modèles, il y a cette question du mur, parce que je ne suis pas forcément sûr que la décroissance arrivera plus rapidement à résoudre les problèmes climatiques que la croissance verte. La croissance verte a le défaut de peut-être pas du tout les résoudre. Mais si on part du principe qu'elle y arrive, la question du temps n'est pas forcément… en fait, c'est la même pour les deux. Et ensuite, sur le point le premier point qu'on avait cité, c'est donc le mur écologique face au mur social, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Tu as dit que tu pensais être plus simple de briser le mur social et les mentalités des gens. Pas forcément plus simple, mais disons que ça, c'est faisable. C'est faisable, sauf que au point de vue de l'histoire, personnellement, des exemples de sociétés qui se sont installées dans des conditions totalement défavorables, il y en a plein. Les gens qui ont habité, par exemple, les premières civilisations, elles étaient dans le désert au nord de l'Afrique. Alors, à l'époque, ce n'était pas les mêmes conditions climatiques, c'était plus propice au développement des civilisations. Mais des civilisations, par exemple, qui sont implantées dans des milieux compliqués, on en a vu. Par contre, j'aurais beaucoup moins confiance en la capacité de fédérer l'homme parce que l'histoire nous a montré que ça n'est jamais arrivé. Alors que s'implémenter dans des milieux compliqués, des milieux difficiles, ça s'est déjà produit. Donc, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit plus simple de briser le mur social alors que s'adapter au changement climatique et relever des défis d'ordre de ressources, de pollution, je pense que l'homme est capable de le faire. Par contre, se fédérer socialement, c'est très pessimiste, mais est-ce que l'histoire nous a montré qu'il y arrivait? Il y arrive, mais il arrive aussi à totalement faire l'inverse. Non, c'est une bonne remarque. Pour ce qui est des difficultés physiques à s'établir dans des conditions difficiles environnementalement, je vais rappeler quand même que en cas de dépassement, ne serait-ce que juste de la limite planétaire changement climatique, on prévoit en gros que, par exemple, c'est vraiment un petit exemple, mais une grande partie de l'Indonésie sera inhabitable pendant près de 200 jours par an. Inhabitable du fait des conditions de température et d'humidité. Donc, ce n'est pas une question d'adaptation à un environnement là, après qui se pose, c'est des questions de mouvements migratoires extrêmement importants et qui, du coup, en fait, vont aussi causer d'autres problèmes sociaux. Et au passage, ces problèmes sont déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, l'ONU estime qu'il y a déjà plus de 40 millions de déplacés pour des raisons climatiques actuellement.
Voilà. Et juste parce que j'avais oublié de dire un petit truc, je vais essayer d'être très rapide. J'ai cité la Constitution tout à l'heure sur la question de la liberté de commercer. Les enfreintes à la Constitution, ou en tout cas le jeu avec les règles de la Constitution, on en fait plein dans la vie de tous les jours. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'on respecte le principe constitutionnel de les distinctions sociales ne doivent être fondées que sur l'utilité commune. Merci pour cet échange. Alors, en tout cas, vous n'avez pas tous le chat sous les yeux, mais vous avez bien chauffé le chat. On a des bons échanges sur l'énergie tout à l'heure et sur les débats des sociétés. Donc, voilà, des échanges vifs partent. Juste, je voulais rajouter un petit point sur sur les rôles de l'histoire des sociétés. Il y a un très bon livre de Jared Diamond, Effondrement, qui donne des exemples de sociétés qui se sont effondrées ou non suite à des choix techniques et politiques. Livre de Pâques. Voilà, mais du coup, il y a également des choix qui ont fait qu'ils se sont effondrés malgré l'innovation et d'autres qui se sont effondrés malgré leurs choix. Je vous invite à vous renseigner dans le chat, à aller un peu plus là-dessus si ces questions vous intéressent. Mais pour l'heure, en tout cas, on va continuer sur le point suivant qui est justement la question sociale. Vous l'avez très légèrement abordé en sous-texte. C'est le rôle de l'État, la place du travail dans ces États-là. Et du coup, je crois que c'est Thomas qui voulait commencer par là. Ouais, je peux commencer. Ok, alors je vais mentionner 2 points, je pense, et c'est plutôt des questions. Là, c'est surtout d'un point de vue de redistribution. Nous, on part du principe que, alors je peux prendre l'exemple de la France, qu'on considère comme étant un État-providence, c'est-à-dire qu'on se base sur les richesses économiques du pays pour les redistribuer. Alors, ce n'est pas forcément très bien fait pour tous, mais on a au moins le mérite d'essayer de le faire. Donc là, on part du principe que la croissance permet de redistribuer les richesses, donc de réduire les inégalités. Alors, on n'est pas là pour débattre du fait que c'est bien fait, du moins ça pourrait être mieux fait ou bien fait. Là, ma question, du coup, c'est de dire que dans un monde décroissant, avec moins de recettes fiscales et moins d'entrées d'argent pour les autres caisses d'assurance, ça aurait pour conséquence d'engendrer moins de redistribution. Donc pour nous, d'un point de vue croissance économique égale redistribution des richesses, on se demande comment comment la décroissance peut tendre vers plus d'égalité, alors même que le modèle des États-providence part du principe que plus il y a de richesses économiques, plus on peut les redistribuer et donc plus on peut lutter contre les inégalités. Et alors, peut-être ce point-là, et peut-être je parle directement du deuxième point, il y a aussi le problème de la pauvreté dans le monde qui m'interroge. Alors, je sais que les décroissantistes, je pense qu'on peut utiliser ce mot, ont pour idée que justement, il ne faut pas imposer ce modèle décroissant aux pays les plus pauvres pour ne pas les freiner justement et les aider à se développer. Mais il y a aussi la question, pour moi, qui se pose du commerce international dans un monde où les pays sont assez dépendants. J'entends par là que les pays les plus développés à l'heure actuelle, les plus riches, se sont développés en commerçant. C'est en partie ce qui a fait la vitesse du développement économique. Et du coup, je me demande comment pouvoir éradiquer la misère et la pauvreté dans le monde, qui est quand même un problème, certes, même si on n'impose pas à ces pays la décroissance, avec qui ils vont commercer, comment ils vont se développer, est-ce qu'ils vont se développer assez rapidement pour lutter efficacement contre la misère et la pauvreté. Voilà, c'est un peu ça les questionnements à propos de la décroissance. Ulysse, la question est posée, donc tu commences à répondre. Ouais. Silvio. Alors, si je peux répondre, je vais d'abord répondre à la question que tu soulevais en premier, c'est-à-dire la part du gâteau. Tu disais que pour pouvoir donner une part du gâteau économique, enfin du gâteau à chacun, il fallait qu'il y ait un gâteau et que le gâteau grossisse si chacun voulait en avoir une plus grosse part. Alors empiriquement, pour reprendre les mots de Paul, empiriquement, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est cette pensée-là de dire plus de croissance égale meilleur salaire égale moins d'inégalité dans les revenus. Ça date des années 50 et ça a été démontré par de nombreux économistes, notamment Thomas Piketty, qui ont prouvé qu'empiriquement, ce n'est pas du tout comme ça que ça marchait, même en France. L'image un peu, c'est pas parce que le gâteau grossit que tout le monde en a une plus grosse part. Et les données de ces dernières années ont plutôt tendance à montrer que, en fait, la croissance a créé des inégalités parce que le capital est capté par ceux qui en possèdent déjà le plus, notamment parce que les très riches n'ont pas vu leur capital s'accroître par leur travail et donc par une sorte de croissance économique due à leur travail,
mais dû à leur possession, dû à leurs biens, à leurs actions. Et c'est très… Enfin, j'ai un chiffre ici. Entre 2003 et 2013 en France, le pouvoir d'achat, quelque chose de très concret, des 10% les plus pauvres a augmenté de 2% sur ces 10 années-là, alors qu'il a été multiplié par 20 pour les 10% les plus riches. Sachant que les 10% les plus riches ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin de voir leur pouvoir d'achat encore augmenter. Je pense que quand on est dans les tranches des 10% les plus riches, c'est, il me semble, quand on gagne plus de 5 000 euros par mois ou 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois par personne, je pense que c'est suffisant pour vivre, même quand on vit à Paris. Donc, cette question de la croissance et des inégalités, je ne suis pas sûr qu'elle soit adressable. Et un sondage très récent de l'IFOP avec l'Humanité montre que notamment les gens, presque 80%, seraient pour rétablir des mesures sur les grandes fortunes, notamment l'ISF, ou taxer les dividendes des actionnaires qui possèdent le plus. Donc, cette question-là, je ne sais pas si… Justement, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément bien fait. Justement, comme tu l'as dit, Piketty l'a prouvé dans ses ouvrages. Mais justement, certes, c'est mal fait, mais l'idée reste que ça pourrait l'être. C'est ça que je veux dire. Alors qu'à l'inverse, justement, je ne dis pas que c'est forcément bien fait, mais ça peut l'être. Parce que s'il y a des richesses, on peut les redistribuer. Certes, à l'heure actuelle, elles sont mal redistribuées. Mais justement, vous, comment vous faites dans un modèle décroissant pour lutter contre les inégalités si vous ne redistribuez pas les richesses? Je pense que je vais le laisser à Paul, mais je voudrais juste dire que du coup, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un choix qui appartient, c'est pas un choix économique, c'est vraiment un choix politique. Et je vais laisser ça à la suite à Paul. Du coup, effectivement, dans un cadre décroissant, sur le plan très concret, généralement, en gros, il faut différencier deux phases. La première phase, c'est le moment où on amorce un mouvement de décroissance. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une forte présence étatique, au moins pour la redistribution, justement. Mais quand on dit redistribution, c'est de la redistribution potentiellement très agressive. On parle de, par exemple, réinstaurer des plafonds au-delà de 90% sur les tranches les plus hauts des revenus, par exemple au-delà de 90 000 euros par an. C'est socialisé, voilà, pour financer la redistribution auprès des personnes qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire qui risquent de mourir si on ne fait pas ce genre de redistribution. Mais aussi une taxe sur le patrimoine, au-delà de, par exemple, on pourrait dire, même si on fait au-delà de, par exemple, une taxe sur le patrimoine au-delà de 2 millions d'euros, ça ne concerne que 1% de la population. Voilà, donc c'est dans le genre mesure d'intérêt général, on voit tout de suite qu'en fait, il suffit de très peu pour obtenir beaucoup. C'est déjà le cas. De quoi ? C'est déjà le cas. Ça s'appelle l'IFI. Au-delà de 1 million d'euros, tu es imposable. Oui, mais là, sur la fortune immobilière. Oui, je parle d'un impôt de 100% au-delà de 2 millions. C'est-à-dire, en gros, sur la richesse, sur le patrimoine. Très bien. Donc, c'est une mesure de redistribution massive. Et là, je ne le cacherai pas. C'est vraiment… Mais après, je tiens à rappeler que ça concerne 1% de la population française, ça, ce cas. Et du coup, on a une redistribution de masse au départ pour lancer les choses. Et en fait, après, l'idée dans la décroissance, parce que justement, il y a cette grande sensibilité, effectivement, à la question de l'autoritarisme, l'idée, c'est de décentraliser autant que possible la question du pouvoir. Et en fait, la redistribution économique, elle vise notamment à ça, en fait. En faisant de la redistribution économique, on rééquilibre les rapports de force économiques et donc, on permet une décentralisation progressive à la fois des institutions économiques, ce qui devrait te plaire, Rémi, mais à la fois aussi des différentes institutions politiques et donc des règles. En fait, le mot d'ordre de la décroissance, en fait, à terme, c'est l'autogestion et la propriété des entreprises sous la forme coopérative, pas étatique. Alors, Paul, du coup, ta remarque sur le 100% d'impôt a fait frémir pas mal de jeunes. J'aimerais rappeler que 80% des milliardaires français ont hérité leur fortune. Ce n'est pas leur mérite ni leur travail qui leur ont donné. Alors, du coup, sur ce point, il y a une question de Julien Offray sur tout simple, faire fuir les riches, quoi. Oui, la fuite de capitaux est une problématique à anticiper. Ça ne veut pas dire qu'elle est insolvable. On a une histoire dans le XXe siècle sur ces questions-là. Je veux dire, historiquement, les mouvements de capitaux étaient loin d'être aussi libres qu'ils ne le sont maintenant. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, encore actuellement,
Pour donner un exemple d'un pays extrêmement libéral comme les États-Unis imposent leurs citoyens même quand ils ne vivent pas aux États-Unis. Ils sont imposés sur le revenu. Et justement, tout le discours qu'on a actuellement, enfin, en tout cas, il y a une effervescence médiatique autour des propositions de Joe Biden, justement, sur le fait qu'il propose de remonter certains impôts sur les sociétés. Mais c'est pareil, en fait, les sociétés payent des impôts, un différentiel d'impôts en fonction de si elles sont présentes ou pas sur le territoire national. C'est quelque chose qui pourrait être en fait généralisé entre les pays. D'ailleurs, beaucoup de pays y auraient intérêt pour éviter l'évasion fiscale, par exemple. Théo demande si on l'a, il faut d'avoir la source des 80% de milliardaires ont été de leur fortune. Ouais. On voit qu'il y a Lucien Morgan qui était sur le coup et qui nous a envoyé. Parfait. Merci de le chat. Si je pouvais apporter une réponse à Silvio quand il disait que la décroissance réduirait les inégalités, en fait, ça va être le contraire. C'est-à-dire que quand la décroissance se produira, dans votre cas, le problème de la décroissance, en fait, c'est que ce n'est pas les riches qui vont décroître. C'est la classe moyenne et la classe pauvre, basse. Si j'ai évité les pauvres, parce que ça pourrait faire frémir un peu le chat. Mais en fait, les gens qui vont décroître, ça ne sera pas la classe supérieure et les riches. Ça sera vraiment la classe moyenne. Et ça, c'est juste pas viable, en fait. On n'a pas dit ça. Enfin, et je veux dire, on a même dit des choses qui vont dans le contraire. En fait, les mesures de redistribution, elles ont bien pour but de faire diminuer le pouvoir de consommation et donc de pollution des classes les plus riches. On a des rapports, d'ailleurs, des différentiels très importants selon la classe, selon le décile de revenus en France sur l'empreinte carbone, par exemple, pour prendre cet indicateur-là. Et si on parle de mesures de redistribution extrêmement agressives, c'est bien justement parce que la décroissance ne se fera pas sans ce genre de mesures, en fait. C'est ça qu'on essaye de défendre, parce que tu as raison, une décroissance qui s'attaquerait majoritairement aux personnes qui sont déjà fragilisées n'a aucune chance d'aboutir de quelque façon que ce soit. Elle ne sera pas acceptée et c'est normal. Ouais. Baptiste, tu avais une remarque? Ouais, c'est juste une remarque un peu piquante comme ça dans le cadre du débat, mais parce que je sais que cette proposition des 100% d'imposition pour la tranche la plus riche, je suis là, c'est une proposition très forte, donc je sais que c'est un point qui fait débat justement, mais ce genre de mentalité, moi, ça me rappelle des pays dans l'histoire proche. Alors évidemment, non, mais ça part d'une blague, je suis d'accord, parce que évidemment, c'est pas du tout ça le programme. On est d'accord, c'est pas du tout ça le programme. Mais la question, elle est quand même là. La question, elle est quand même là, c'est-à-dire que faire le choix, ce genre de choix, je vais pas dire forcément que c'est mauvais, mais c'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix de société, et il faut aussi prendre en compte que c'est un choix de société qui n'est peut-être pas non plus accepté de tous. Ah, tout à fait. Oui. Et en fait, donc évidemment, ça partait pour la blague, hein, c'était pas. Ouais. Je suis d'accord, mais en fait, il y a des vrais risques quand même, parce que quand on commence à employer des méthodes très fortes et très restrictives, il y a toujours des risques de dérive. Je ne dis pas que dans la décroissance, il va y avoir des dérives, je dis que c'est un point qu'il faut faire attention. Tout à fait. Oui. Et tu l'avais dit, même dans les pays croissants, il y a des risques de dérive. Donc en fait, c'est un peu un point qui réunit les deux modèles. La question de la transition, il faut faire attention parce que dans toute transition, il y a des risques de dérive politique. Et c'est un point qui est important de prendre en compte. Oui, moi, je tiens à insister que vraiment tous les projets un peu aboutis de décroissance portent une volonté de démocratisation de la vie publique générale. En fait, d'ailleurs, le recul de la sphère économique a pour fonction de redonner du poids aux autres domaines de la sphère de la vie sociale, des échanges non marchands, etc. Et je n'ai pas mentionné au hasard la propriété coopérative des entreprises plutôt qu'une propriété étatique. C'est ce genre de mesures qui ont pour but de court-circuiter en fait des potentielles dérives de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça constitue toute possibilité de dérive, évidemment, mais c'est pensé et ce n'est pas du tout mis sous le tapis. Et moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, du coup, sur l'acceptation sociale d'une taxation forte pour les plus hauts revenus. En fait, je pense qu'il y a un biais un peu énorme qui est, si dans les médias, c'est autant décrié, c'est peut-être parce que la plupart des médias appartiennent à quelques têtes bien riches. Mais en fait, si on pose la question aux gens et aux vrais gens qui vivent dans la vraie vie, en fait, ils ne sont pas du tout contre. Si je reprends mon petit sondage IFOP Puma,
c'est vraiment, quand on regarde les taxations sur les plus riches, c'est des taux d'adhésion à hauteur de 80%. Donc, je pense que là, en termes d'adhésion sociale, ouais, mais disons c'est que rare d'avoir une mesure qui a 80% d'adhésion de la population. Et bon, quand même, l'IFOP, je pense qu'ils savent faire un sondage oui, avec des gens différents, quoi. je suis d'accord avec ça totalement. Mais 80% d'adhésion, ça veut dire qu'il y a 20%, et je pense savoir qui sont ces 20%. Alors, je voudrais calculer un peu ce qui se passe dans le chat. Donc, il y a des débats effectivement encore sur les taxations. Alors, on n'a toujours pas le lien, en fait, petit erratum, on n'a pas la source des 80% des milliardaires sont des héritiers. Donc, si quelqu'un dans le chat peut l'avoir, ou quelqu'un sur place l'a déjà, peut-être. Ah oui, effectivement, surtout si j'ai dit une bêtise, voilà, donc corriger, quoi. vérifier, voilà, il y a des gens qui cherchent. Merci le chat. Ensuite, alors après, il y a eu beaucoup de messages. Hein, là, ça y est, la soirée est partie. Je pense que l'apéro est passé, donc ça y est, les gens sont il y avait des remarques intéressantes que je me permets d'avancer parce qu'on n'a pas trop parlé. On abordera peut-être ça après si on a le temps. Il y avait la notion de la fiscalité commune en Europe. Il me semble avoir le lien. Sur les 80%, ça vient de Forbes. D'accord. Alors, si quelqu'un peut chercher du côté de Forbes et partager, ce serait pas mal. Vous êtes abonné à Forbes, mais ça vient de Forbes, de 2021. Forbes 2021, très bien. Donc oui, il y a la question de l'Europe avec la fiscalité commune. Si cette fiscalité était commune, est-ce que les riches pourraient fuir, entre guillemets? Donc évidemment, ils ne pourraient pas fuir, c'est à peu près ça. Et on pourrait peut-être rejoindre aussi ton argument, Baptiste, de tout à l'heure, où il y a une adhésion commune de différents pays. S'il y a un pays qui est laissé derrière, du coup, on ne pourrait plus faire ça. Donc au final, il faudrait, pour grossir le trait, une organisation mondiale qui serait sur les riches de terre. Pour caricaturer. Non, en gros, voilà. Donc, effectivement, il y a besoin d'harmonisation. C'est ce qui a été relevé dans le chat. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé sur le chat. On va passer à la thématique après. Bien sûr, à la thématique suivante. On pourra y revenir si nécessaire, si vous avez d'autres questions dans le chat. Donc, après, c'est sur les problématiques de système économique. Alors, on a très légèrement abordé le sujet déjà. Donc, est-ce qu'on peut mettre, et comment on peut mettre un système économique fiable dans un contexte de croissance verte, du coup, Thomas? Ouais, pareil, je pense que je vais m'occuper de lancer le débat, comme tout à l'heure. Là, pour le coup, la croissance verte n'a pas forcément de modèle macroéconomique. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps sur le modèle macroéconomique et après on partira sur la partie système bancaire et crédit qui sera peut-être plus intéressante. D'un point de vue croissance verte, on n'a pas de modèle macroéconomique vraiment réfléchi puisqu'il n'y a pas vraiment de gros changements de ce point de vue-là. Je parle des entreprises, des États. On appuierait peut-être sur la relocalisation d'un point de vue croissance verte de l'économie. Et du coup, là, plutôt, c'est pour vous relancer et lancer le débat. D'un point de vue macroéconomique, justement, comment la décroissance organiserait un système comment la décroissance organiserait un système macroéconomique souhaitable, c'est-à-dire du point de vue des entreprises et des États. Voilà. Vous voulez commencer? Okay. Tout à l'heure, tu parlais, tu avais donné une très bonne définition du capitalisme, en fait. Et je pense que si on doit parler de modèle macroéconomique, en fait, il faut aller sur ce terrain-là. Et en fait, sur, on va dire, chacune des grandes institutions en capitalisme, la décroissance propose des institutions ou une institution alternative, ça dépend des cas. Par exemple, face à la concentration des moyens de production, en fait, des richesses, il y a l'idée d'une propriété démocratique des entreprises, en fait, une propriété d'usage. C'est les gens qui travaillent effectivement dans l'entreprise qui décident collectivement de comment ils produisent, dans quelles conditions, même ne serait-ce que le salaire des différentes personnes. Si les gens ils veulent démocratiquement décider que la personne qu'ils ont désignée comme chef d'entreprise pour un temps donné ou ad vitam aeternam, ça c'est leur problème, s'ils veulent décider un rapport de 1 à 100 en termes de décile de salaire, ils le pourront. Ce n'est pas la question. La question c'est qui possède le droit de vote et le droit de décision dans ces questions. Donc la décroissance, elle promeut de façon très agressive cette question-là, la démocratie en entreprise. Parce qu'on va passer un tiers de sa vie de tous les jours dans des lieux qui ne sont pas démocratiques et après faire de grands discours sur les questions de liberté, etc. Face à du coup la subordination de l'employé à l'employeur, on trouve un peu cette question-là, c'est l'autonomie des travailleurs et travailleuses. La croissance et l'augmentation du PIB, elle se construit sur une dynamique de soit intensification
donc augmentation du volume des marchandises, soit une expansion de la sphère du marché, c'est-à-dire des activités qui n'étaient pas précédemment comptées comme relevant de l'économique vont être comptées comme de l'économique. Si vous tondez votre gazon et que vous ne payez pas quelqu'un pour le faire, vous n'êtes pas payé, ça ne rentre pas dans le PIB ou quoi que ce soit et tout. Vous payez quelqu'un pour le faire, c'est compté dans le PIB. Après, le résultat concret, c'est le même. Donc la décroissance, elle propose pour autant que faire se peut, de faire sortir certains domaines du domaine marchand, parce que dans le domaine marchand, il y a effectivement cette exigence de profit. Et cette exigence de profit, paradoxalement, parfois, elle rajoute des coûts. Pour beaucoup de cas, comme typiquement les infrastructures, les transports en commun et tout, en fait, on peut voir un intérêt assez évident dans la gratuité d'accès. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se financer, mais la gratuité d'accès, paradoxalement, elle minimise certains coûts parce que on n'a pas besoin de tout plein de dispositifs pour contrôler le fait que les gens y vont ou pas, ce genre de choses. Et enfin, donc, du coup, les marchés compétitifs, pour prendre une grande institution du capitalisme et une dernière, la proposition générale dans les décroissances, généralement, c'est de recourir à la logique des communs. Alors, c'est autre chose qu'une possession étatique ou une possession, une allocation sous la forme de marché. Alors, j'ai plus la définition exacte sous le nez, mais on retrouve en fait de façon un peu circulaire cette question d'autonomie en fait des gens. Et le financement de ces diverses activités, il passe par une transformation de la monnaie, de la place des banques centrales dans leur création monétaire pour financer certaines activités plutôt que d'autres. La transition se fait par exemple en privilégiant sur les marchés publics certains formats d'entreprises. On donne des avantages fiscaux aux coopératives et on donne des malus fiscaux aux autres entreprises, etc. Ça, on pourra peut-être en parler en détail après parce que je pense que j'ai pris un peu de temps quand même. Oui, justement, Baptiste, vous voulez rebondir sur certains points? C'est pour rebondir, mais c'est juste pour dire quelque chose qui est intéressant, parce que tu as dit, la décroissance, elle a pour projet de faire sortir certains domaines du domaine économique. Et ce qui est intéressant et qui montre bien la séparation des deux idées, c'est qu'au contraire, la croissance verte, elle va essayer d'inclure des domaines. Dans la définition, par exemple, du PIB, il y a c'est Nordhaus, donc un prix Nobel d'économie assez célèbre, pas forcément pour les bonnes raisons, je pense, vous pourrez en parler, qui a exprimé les idées du PIB vert. Et en fait, là où la décroissance va exclure des domaines de la sphère économique, des domaines comme la santé, le social, des domaines importants, et au contraire, la croissance verte va essayer d'inclure dans le système économique. C'est juste un point de précision intéressant. D'accord. Oui, Thomas. Peut-être juste, on n'en a pas parlé sur la question sociale, mais c'est un peu lié. Le problème du chômage, qui est souvent reproché à la décroissance. Justement, pour parler de la croissance verte, pour promouvoir un peu la croissance verte, justement, c'est l'idée quand même qu'on ne change pas tout le modèle, mais on le modifie quand même. Et un avantage de la croissance verte, selon les croissantistes, c'est également que ça va aussi créer de l'emploi. Et aussi que ça va détruire certains emplois forcément, mais qu'on va pouvoir les déplacer et en créer d'autres. Il y a déjà des mesures qui sont prises en place. Je pense aux États-Unis qui ont des mesures, notamment dans le Green New Deal, justement pour créer des emplois dans les énergies renouvelables. Et justement, donc, je le disais, il y a un point de la croissance verte qui dit justement que ça pourra permettre de créer plus d'emplois, de créer de nouveaux marchés et justement d'alimenter encore la croissance par la suite. Je pense que le chômage, c'est quand même quelque chose d'assez important. On ne l'a pas abordé tout à l'heure. Alors, nous, pour le coup, la croissance verte ne se pose pas trop de problèmes là-dessus. Enfin, on a des réponses assez précises et assez rapides. Il y a d'ailleurs un graphe, si vous voulez l'afficher. C'est la loi d'Okun qui donne la relation entre le PIB et le taux de chômage d'un pays. Donc, qui est mesuré à partir de plusieurs indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le graphe est intéressant. Il est dans les, si tu veux, il est dans les diapos. Oui, il est dedans. Il est dedans. Quelque chose comme ça. Merci pour vos Voilà, c'est ça, interventions. c'est bon. Et, justement, je voulais juste dire,
Une petite précision sur le chat, vous envoyez beaucoup de liens. Contextualisez vos liens pour que je puisse faire monter si nécessaire, pour qu'on puisse afficher ce genre de cours si besoin. Et du coup, vas-y, Silvio. Alors, du coup, pour rebondir sur ce graphique, donc la loi d'Okuhn, en fait, là, ce qui s'affiche, alors c'est les points. Bon, ici, c'est pas explicité. J'imagine que ça doit être les taux de chômage de pays en fonction de leur PIB. Oui, c'est ça. Alors, une critique Enfin, que je en peux fonction en faire, de l'évolution trimestrielle du PIB, pas du PIB pur, hein, mais de la croissance du PIB d'un oui, pays. excuse-moi. Alors, déjà, on peut dire qu'il y a des choses, ça paraît un peu. Il faudrait comparer des choses qui sont comparables. Ce serait peut-être plus intéressant de comparer un même pays au cours du temps, plutôt que plusieurs pays avec des systèmes économiques qui peuvent être assez différents. Je ne sais pas si c'est pertinent de comparer la France avec la Chine, avec Cuba, par exemple, alors que pourtant, voilà, c'est une critique qu'on peut en faire. Ce serait peut-être plus intéressant, ce serait de l'afficher au cours du temps pour un seul pays. Et en plus, là, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Et on s'aperçoit que cette corrélation elle est très variable. On voit que les points sont quand même relativement écartés de la courbe qui passe au mieux. Et encore une fois, corrélation n'est pas causalité parce que Oui, là, mais ce que semblait sous-entendre, c'était que l'évolution du PIB, l'évolution trimestrielle, une augmentation du PIB favorisait un taux de chômage bas. Si on retourne la courbe, on peut comprendre qu'un taux de chômage bas favorise une évolution trimestrielle du PIB élevée. Et en plus, c'est une corrélation, donc on ne peut pas vraiment en tirer de causalité, quoi. Il n'y a rien qui le montre. Et en plus, on peut voir que, par exemple, au Japon, qui ont une économie stagnante depuis des décennies, le taux de chômage n'est pas incroyablement haut, quoi. Ce que tu disais sur justement qu'on ne peut pas comparer les pays, c'est justement ça qui est intéressant, en fait. C'est de dire, avec la loi d'Okuhn et avec ce graphe, c'est que qu'importe les modèles économiques des pays, il y a une tendance qui se dégage qui lie le PIB, enfin la croissance du PIB, à l'évolution du chômage. Et c'est ça qui est intéressant du coup. C'est que qu'importe le modèle économique, que ce soit des modèles économiques plutôt égalitaristes, comme je pense par exemple aux pays d'Amérique du Sud, ou des pays plus capitalistes comme les pays d'Afrique du Nord et d'Europe, on voit qu'il y a quand même une tendance qui se dégage entre l'évolution du PIB et l'évolution du chômage. Oui. On va juste passer au point suivant. Ouais. Donc, Rémi, je te reprends la parole, mais pour te la redonner juste après, puisqu'il faut qu'on aborde la problématique des systèmes bancaires. Je crois qu'il y a posé une question très précise sur la question du chômage. Je peux répondre en moins d'une minute. Ok, très rapidement sur le chômage, Paul. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de ce qu'on appelle la théorie moderne de la monnaie. Pavlena Sternevad, notamment, dont le bouquin a été publié en français là, très récemment. C'est notamment une des inspirations qui est derrière le Green New Deal américain, en tout cas dans sa version vraiment fortement de gauche. L'idée, c'est de financer une garantie d'emploi, en fait, publique, par justement de la création monétaire. Cette création monétaire, elle peut se faire soit par la monnaie souveraine d'un pays, mais aussi sous forme de monnaie alternative locale, si on veut donner plus de flexibilité justement aux collectivités. Et d'ailleurs, en fait, le design et la création de ce genre d'emploi garanti, dans une perspective décroissance, elle n'a pas pour but d'être fixée à l'avance par l'État, elle a pour but d'être co-construite en fait avec notamment les personnes qui sont au chômage, dans le but d'identifier les réels besoins plutôt que d'investir dans une potentielle croissance dont on ne sait pas tellement quelles sont les retombées. Là, c'est partir directement quels sont les besoins dans un territoire donné et ensuite garantir un emploi financé par cette création monétaire pour permettre la satisfaction de ces besoins. Et je pense que j'ai fait une très bonne transition pour ce que Rémi avait à nous dire sur les questions de la monnaie. Et du coup, on a vu ta question. Paul va noter l'auteur et puis je vais le mettre sur le chat. Donc, Rémi, à toi la parole sur le système bancaire. Oui, alors, je voulais surtout questionner un peu tout le monde, que ce soit décroissantiste ou croissance verte. C'est d'ailleurs plutôt dans l'avantage de la croissance verte du système bancaire actuel. En fait, je voulais parler, alors on va pouvoir afficher des graphes, c'est le dernier graphe, de la consommation de l'énergie du système bancaire actuel par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, par exemple, par rapport à l'or qui était l'ancien système, donc c'est le dernier graphe. Voilà, donc on a le système bancaire à gauche, donc c'est l'estimation de consommation annuelle de ces différents systèmes. Donc, historiquement, on avait l'or, dont on voit la consommation ici.
la consommation, elle dépend du coup de l'extraction d'or, hein, principalement. On a à gauche, du coup, le système bancaire. Alors, faut savoir, par exemple, que rien que le réseau ATM, donc c'est-à-dire de distributeurs de billets, consomme autant que le Bitcoin en une année. Donc là, j'ai parlé d'innovation technologique, puisqu'en fait, la croissance verte, du coup, et l'innovation a permis de développer une technologie incroyable qui va sûrement révolutionner le monde comme l'Internet a révolutionné le monde dans les années 2000, qui va permettre d'échanger de la valeur d'une façon beaucoup moins énergétique que le système bancaire actuel. Aujourd'hui, les systèmes bancaires actuels font face à d'énormes problèmes, principalement dus à cause de la création de monnaie. En fait, il faut savoir que la création de billets, de pièces et du coup de monnaie palpable, hein, si j'ai envie de dire comme ça, consomme énormément de ressources, que ce soit en déforestation pour les billets ou en termes d'impression et de métaux pour les pièces. Sans parler en plus des serveurs des banques qui font tourner tous vos comptes bancaires actuels. Et ça serait résolu par une innovation technologique qui est du coup en faveur de la croissance verte, hein, qui est en fait la crypto-monnaie. Alors, la reine des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Hein. On voit ici, aujourd'hui, donc les données ont été mises à jour, si on remonte juste au-dessus. Le Bitcoin consomme, donc c'est les données que j'ai prises hier, consomme actuellement 112 TWh par an. Donc voilà, c'est ce que consomme le Bitcoin actuellement par an. Alors, les décroissantistes vont me dire que l'utilisation du Bitcoin n'est pas assez élevée et pas assez globale, et que du coup, si tout le monde utilisait le Bitcoin, évidemment, sa consommation viendrait à exploser, ce qui est vrai. Le problème, c'est que le Bitcoin n'est pas une fin en soi dans le monde des crypto-monnaies. Les innovations continuent en permanence d'arriver. Et on parle ici principalement, alors je vais éviter les termes techniques parce que ça risque d'en perdre certains, de nouvelles monnaies qui consomment 50 à 100 fois moins que le Bitcoin pour une adoption 10 à 50 fois plus élevée. Ceux qui sont de Wall Street savent déjà de quoi je parle. Mais en fait, des personnes ont réussi à développer des technologies qui consomment très peu d'énergie et qui permettent une adoption de masse qui pourrait remplacer un système bancaire actuel qui consomme beaucoup trop d'énergie actuellement. C'est vrai, Rémi, c'est bien de rappeler qu'effectivement, c'est des crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin, et que du coup, se comparer à ce comparable, c'est-à-dire le système bancaire. Il y a quand même une question de Pauline Thibault dans le chat, enfin une remarque plutôt, si on peut revenir sur le graphe juste en dessous, où en gros, sur ce graphe, le problème qu'elle pose, c'est qu'il faudrait le ramener à la valeur totale, parce que du coup, le système bancaire a une certaine valeur totale en circulation par rapport au système crypto-monnaie. Alors du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il faut faire par crypto-monnaie ou sur Bitcoin? Ce n'est pas si évident, mais pour comparer toutes choses égales par ailleurs, c'est une remarque de Pauline. À ce niveau-là, je ne sais pas si tu as des sources. Après, tout dépend de ce qu'on dit. Enfin, à quoi correspond la valeur finalement de ce que dit Pauline, ce serait bien d'avoir une précision. C'est quoi pour toi la valeur en fait? C'est quoi la valeur que tu aimerais La valeur d'il y a 2 semaines. La valeur d'il y a 2 semaines n'est pas la même que la valeur d'aujourd'hui, je crois. Bien sûr, mais en fait, le problème n'est pas là. On donne $1. On dit qu'un billet de $1, ça vaut $1, mais c'est du vent, en fait. C'est juste du vent. On dit qu'un billet, un billet de $1, ça vaut tant. Et qu'avec tant de billets, je pourrais m'acheter une baguette. Sauf que ça ne vaut rien. Il suffit du jour au lendemain qu'on dise que… Sur ces notions de valeur, je crois qu'il y a Ulysse qui veut intervenir. Alors, Silvio, moi, c'était aussi pour compléter par rapport à ce que disait Pauline. Elle parlait de par rapport à la valeur. Donc, effectivement, c'est un peu volatile pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Mais on pourrait le ramener au nombre d'utilisateurs. Qui utilisent le système bancaire? Je pense qu'on peut dire qu'une grande partie de l'humanité dépend du système bancaire. Est-ce qu'une grande partie de l'humanité dépend du Bitcoin? Et surtout, est-ce que une proportion qui correspondrait à, grosso modo, on va dire la moitié de l'humanité dépend du Bitcoin? Je ne suis pas sûr, alors que ça représente alors qu'en consommation, c'est à peu près moitié à la louche, moitié du système bancaire total.
Et le deuxième truc qu'on pourrait soulever, c'est que là, sont sourcés les térawattheures par an. Alors, moi, je veux bien, mais d'un autre côté, où est produite l'énergie? Parce que si c'est du système bancaire qui est hébergé en France sur l'électricité la plus décarbonée du monde, bah, à la limite, ça consomme beaucoup d'énergie, ça pose un problème de consommation d'énergie, ok, mais en termes d'émissions de CO2 et pour la limite planétaire du réchauffement climatique, ça ne fait pas un effet énorme, alors que si le Bitcoin est à côté, il est miné en Chine, là où l'électricité est hyper carbonée parce qu'ils ouvrent des centrales à charbon tous les 2 jours. Justement, j'attendais. Mais encore une fois, je m'arrête sur le Bitcoin, donc j'ai la limite de ça. Effectivement, je reconnais que le Bitcoin n'est pas forcément le meilleur exemple pour les cryptos. Voilà. Donc, c'est pas le meilleur exemple. Et deux, j'attendais cet argument. L'énergie utilisée par les mineurs de Bitcoin pour faire fonctionner le Bitcoin est à 80% renouvelable. Pourquoi? Je l'explique. Pour miner du Bitcoin, il faut être rentable. C'est simple, c'est du capitalisme pur. Il faut faire tourner des ordinateurs, c'est-à-dire utiliser l'électricité et donc payer l'électricité. Si les mineurs utilisaient des centrales à charbon, qui est l'électricité la plus chère au monde, c'est l'électricité la plus chère, ils ne seraient pas rentables. Donc, ça n'est juste pas possible, déjà techniquement, que ces mineurs l'utilisent. Donc, quand tu dis que la plupart des mineurs sont en Chine, c'est vrai. Le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est pas un problème, justement, mais c'est que la plupart de ces mineurs sont en abord de gros barrages hydroélectriques qui utilisent en fait l'énergie perdue, qui n'est pas transmise au réseau et qui du coup est pas chère et est donnée quasi gratuitement aux mineurs, ce qui permet d'ailleurs, en plus, de donner un meilleur rendement à ces énergies-là qui sont intermittentes et qui des fois ne peuvent pas être utilisées par le réseau puisque le réseau ne le demande pas. Et du coup, ça permet d'utiliser cette énergie qui, au final, aurait dû être perdue. Du coup, il y a Paul qui voulait également intervenir. Ouais, moi je vais rebondir et puis je vais surtout peut-être nuancer peut-être la position de Silvio et peut-être même faire un rapprochement, en fait, moi pour le coup. Plot twist. Non, en fait, les travaux sur, par exemple, la proof of stake pour remplacer le proof of work sur les crypto-monnaies, pour les gens qui souhaitent aller voir dans le détail, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes du point de vue technique comme du point de vue politique. En vérité, il ne faudrait pas du tout les négliger de mon point de vue, et d'un point de vue décroissantiste, on ne devrait pas le faire. La seule chose en fait qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la monnaie est un objet éminemment politique. Et donc, on va dire, la décroissance, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle propose le développement des monnaies alternatives. En fait, c'est pour redonner du pouvoir à des collectivités de s'organiser, de s'auto-organiser. Et techniquement, les crypto-monnaies peuvent jouer ce type de rôle. Mais les crypto-monnaies, en tout cas, ne sont pas forcément des monnaies qui ont vocation d'ailleurs à être converties en d'autres monnaies. Ça peut être juste une médiation d'échange de services. Tu l'as très bien rappelé, Rémi, sur le fait que de toute façon, la monnaie est une convention. Et comme toutes les conventions sociales, en fait, on peut les orienter justement en cadrant avec quoi il est possible d'échanger telle ou telle monnaie. On peut orienter certaines activités en fait au niveau local, développer ce dont on a besoin et minimiser ce qu'on a de trop. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant, en fait, même pour la décroissance là-dedans. Moi, est-ce que je peux rebondir rapidement? C'est juste une remarque en passant. Je pense qu'après, je laisse la main pour passer à autre chose. Mais sur ce qui est au niveau des crypto-monnaies, il y a un aspect qui est intéressant d'un certain point de vue, c'est le fait qu'on ne peut pas tricher, etc., que c'est inscrit dans le dur. Il y a des auteurs qui pensent ça un peu comme un mal, notamment si vous voulez regarder Matthew Crawford, qui lui, il voit une perte il voit une occasion de perte de confiance sociale, parce qu'on n'a pas besoin entre guillemets, c'est aussi l'acte de croire son voisin. Quand on reçoit un billet, on est censé croire la personne, ce n'est pas un faux billet. Donc, d'un certain point de vue, on s'engage dans une relation sociale de confiance parce qu'on reconnaît l'autre comme faisant partie de notre société. Et donc, on a tendance à se dire que, puisqu'on le reconnaît comme, entre guillemets, un ami par défaut, on accepte son billet, on prend le risque que ce soit un faux billet, alors que si on nous verse notre argent en crypto, il n'y a pas de fausse crypto, ou alors je sais pas. Mais voilà, donc c'est juste un point comme ça qui est soulevé par certains auteurs. D'accord, merci pour cette précision. Qui est pour moi un avantage, hein, mais
ça reste quand même Mais Rémi, on va passer à oui, un bien autre sûr. point. Il y a une demande de source dans le chat sur l'énergie perdue utilisée pour le Bitcoin. Donc, si Rémi, Oui, notamment, je tu vais as retrouver l'info, ça. Je vais retrouver ça. si tu peux l'envoyer sur le chat, du coup, merci. Du coup, le point suivant, une transition un peu sèche sur la place des ingénieurs dans ces deux modèles, croissance verte et décroissance, et la responsabilité éthique et sociale de chacun. Du coup, c'était Gaël, je crois que tu avais des mots à dire, ou Silvio. Je crois que Silvio a une petite introduction là-dessus, oui. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais encore avant, Rémi. Mais du coup, ça fera la transition que tu cherchais, Nico. Tu disais, c'est de l'innovation, donc c'est plutôt de la croissance verte. C'est plutôt en faveur de la croissance verte. Je trouve que ce n'est pas un argument très, très sympa. C'est pas parce qu'on est décroissant qu'on arrête de réfléchir. Donc, c'était juste pour poser ce truc-là. Je trouve que ça fait la transition correctement. Mais la croissance verte rejette pas l'innovation. La décroissance ne rejette pas l'innovation. C'est peut-être des innovations différentes. Notamment, la décroissance a un fort aspect d'innovation sociale qui n'est donc pas forcément une innovation technologique. Et encore une fois, non, mais peut-être qu'il faut essayer de séparer ce qui est du ressort de la technique et ce qui est du ressort de la technologie. Je pense que la croissance verte s'appuie énormément sur le ressort technologique, alors que la décroissance ne rejette pas certains ressorts techniques, qui ne sont donc pas du même ordre tout à fait. D'accord. Côté croissance verte. Ouais. En fait, du coup, cette partie, elle est intéressante comme tu as dit, pour les deux côtés. Parce que nous, on est tous, du coup, en école d'ingénieur actuellement. Donc, on est tous voués à travailler sur ces sujets dans les années à venir, puisque les enjeux climatiques vont être de plus en plus importants. Et la question, du coup, qu'on se pose dans cette partie, c'est quelle est la place des ingénieurs dans les deux modèles? Pour la croissance verte, la place des ingénieurs, elle est évidemment facile à comprendre. Continuer à chercher dans des nouvelles technologies, essayer d'améliorer ce qu'on fait déjà, en essayant de réduire l'utilisation de ressources non renouvelables, l'utilisation de minéraux rares, on dit terres rares aussi. La place des ingénieurs, elle est intéressante, notamment sur l'enjeu de l'éducation. Puisque, est-ce que actuellement, le modèle d'éducation des ingénieurs en France et ailleurs, il est dans une ligne directrice qui est compatible avec ces enjeux climatiques? Aujourd'hui, majoritairement, dans les études d'ingénieurs telles que nous, on a à l'UTT, on est sur des modèles, alors j'avais noté NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. C'est un des modèles dominants, c'est notamment un des modèles dominants au niveau de la Silicon Valley, là où il y a toutes les grandes innovations. Est-ce que ce modèle, il est compatible avec la décroissance? Ça, ce sera une question pour Ulysse, par exemple. Et est-ce qu'il est compatible aussi avec la croissance verte? C'est une question qu'on peut se poser, puisque aujourd'hui, on voit que même dans nos enseignements, la question climatique n'est pas toujours mise en avant, pas suffisamment, en tout cas c'est ce qu'on pense, elle n'est pas suffisamment mise en avant dans les enseignements, intrinsèquement dans les enseignements. Et l'une des choses qui va du coup aller dans le sens de la croissance verte, si je peux dire, c'est justement que dans la croissance verte, il y a une forte confiance en la technologie. Et cette forte confiance en la technologie, elle donne un rôle primordial aux ingénieurs encore dans les années à venir. Mais, pour nuancer, il va falloir repenser l'éthique de l'ingénieur. Et là, je pense que je vais laisser la main à Ulysse qui vont pouvoir exprimer des choses intéressantes. Oui. Alors, oui, j'ai écrit une petite définition de ce qui pourrait vous donner quelques idées sur notre vision des choses concernant l'ingénieur. Donc, on reviendra aux fondamentaux de l'ingénierie, utiliser des techniques et des technologies pour répondre à des problématiques socio-économiques qui visent à la fois à faire progresser la qualité de vie des populations, mais aussi à garantir l'intégrité des écosystèmes. Donc, ça fait le parallèle sur l'innovation. L'innovation, il faut d'abord se poser la question de pourquoi on l'a fait
et au service de quoi? Donc, pour donner un peu d'espoir à tous les ingénieurs qui voudraient innover dans une économie décroissante, j'ai listé quelques points. Déjà, innover sous la contrainte, c'est très important, que ce soit la contrainte énergétique, la contrainte en disponibilité en ressources et une contrainte très forte qui peut être diminuer les pressions environnementales. Réduire l'empreinte matérielle des produits, ça c'est aussi très important. Créer des produits qui soient robustes, réparables, réutilisables et recyclables. Et ça, c'est un défi majeur. On prend n'importe quel téléphone ici, il est impossible à recycler. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, du coup, c'est tendre vers une ingénierie low-tech. Donc, je vous invite à tous explorer et étudier les low-tech. Un point important, c'est sortir de l'obsolescence. Parce qu'on a trop de produits qui fonctionnent très mal à courte échelle de temps. Et ça favorise les déchets, comme disait Thomas. Ça favorise aussi un mal-être de l'ingénieur, dans le sens où un ingénieur qui conçoit un produit qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'il peut se poser des questions sur sa fonction et se dire, est-ce que je fais du bon travail? Il va falloir aussi relocaliser les productions. Je pense qu'on est d'accord là-dessus pour en fait en contrôler les externalités. Et une question importante qui peut peut-être porter plutôt sur les ingénieurs agronomes, on va dire qu'on n'en a pas à l'UTT, mais la réhabilitation des écosystèmes, il va falloir avoir une adaptation, par exemple, au changement climatique, mais aussi une réhabilitation des écosystèmes pour simplement vivre mieux et s'adapter. Il va falloir aussi comprendre les services écosystémiques et les valoriser. Donc ça peut passer par plein de choses. Par exemple, la comptabilité en entreprise qui inclurait le capital naturel. Ouais, alors, merci pour ces définitions. Et justement, ça répond déjà à quelques questions qui avaient été posées, notamment Thibaut Serodi qui demandait pourquoi la croissance verte est seule source d'innovation. Je viens de montrer qu'il y a de l'innovation également de l'autre côté. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées. Je vais regarder un peu ce qui peut être pris. Baptiste, tu voulais réagir à ces Oui, questions? je voulais réagir parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que au final, ce point-là, la définition que tu as donnée de l'ingénieur, elle est très très proche de celle qu'on retrouve dans la croissance verte. Et justement, je trouve que c'est intéressant de finir là-dessus avant de passer aux questions. C'est de dire que c'est peut-être une des pistes d'approche qu'on pourrait avoir et essayer de penser à un modèle hybride peut-être qui en fait pourrait à la fois proposer une décroissance au niveau individuel et collectif à petite échelle de tous et chacun, puisque tout le monde en fait a beaucoup à gagner, je pense, à prendre du modèle décroissant. Et de l'autre côté, on a énormément de progrès à faire au niveau technique. Et donc, la place des ingénieurs est évidemment très, très importante, quel que soit le modèle qu'on choisit de défendre. Oui, effectivement. Et c'est un point qu'on voit. On avait parlé rapidement de la formation. On le retrouve du coup à travers les formations qui peuvent inclure ces problèmes-là. Alors, pour la petite histoire, Pierre Port était invité à se joindre à l'événement, il n'a pas pu se libérer. Ce serait intéressant d'avoir son avis sur ce qu'il compte faire pour l'UTT et surtout ce qu'il a déjà fait, en bien ou en mal. Ce sera l'occasion de, je pense, au prochain CA, des élus étudiants, d'aborder la question entre croissance verte et décroissance. Silvio, tu voulais rebondir sur ce que tu as dit? Oui, tout à l'heure, on a parlé au service de quoi l'ingénieur est censé innover. Alors, moi, j'aimerais transformer la question au service de qui l'ingénieur est censé innover. Donc là, moi, je parle plutôt de l'innovation sociale. Donc, c'était peu ou prou la définition de l'ingénieur que donnait Gaël, donc de résoudre des problèmes socio-techniques, mais qui sont vraiment tournés vers les gens. On peut penser à des choses comme la conception centrée sur l'homme, des choses comme ça. Mais sur la conception des produits techniques et au service de qui, il y a une chose qui est peut-être trop négligée, c'est un certain rythme de vie qui est entraîné par les innovations techniques. Ici, je cite notamment Hartmut Rosa. Je ne sais pas si tu as Désolé, il est allemand. Donc, lui, il montre, dans notamment un livre qui s'appelle Accélération, une critique sociale du temps, il montre que l'innovation sociale,
l'accélération sociale, pardon, est provoquée par l'innovation technique, technologique, un changement social et une augmentation du rythme de vie qui forment un espèce de cycle qui se répète. L'innovation technique entraînant un changement social, entraînant une augmentation du rythme de vie, donc ça entraîne un besoin de libérer du temps, donc on fait de l'innovation technique et technologique, etc. Et la preuve en est, on ne supporte plus la lenteur. Qui aujourd'hui accepte de charger une page Internet en 1 minute ou en 30 secondes? Qui accepte d'attendre devant son écran? Qui accepte d'attendre à une file sans prendre son téléphone ou sans s'occuper les mains, les yeux, la musique voilà. On a l'impression de manquer de temps et en fait, lui, il montre que c'est dû à notamment une accélération de la nouveauté technique. Alors que nos ancêtres vivaient très bien avec des innovations techniques qui étaient plutôt espacées dans le temps. Ils avaient du temps pour eux. Ils n'étaient pas des bourreaux de travail comme on peut forcément l'imaginer. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait raccourcir notre horizon temporel. Donc, on a tendance à ne plus aller loin, à plus se projeter dans le futur. On a tendance à vouloir des choses immédiates, à vouloir, donc c'est un peu une satisfaction immédiate des besoins. On va chercher des activités qui vont donner de la satisfaction tout de suite, même si la satisfaction est faible, plutôt que de faire une activité dont la satisfaction est, avec une grande satisfaction, mais plus hypothétique ou à plus long terme. Et un autre aspect de la technique telle que pratiquée actuellement et de l'innovation telle que pratiquée actuellement, ça va être d'isoler les gens. Et ça, on peut le voir notamment, les réseaux sociaux, etc., même s'ils sont sociaux, on se rend compte qu'ils ont tendance à extrêmement polariser les gens et à empêcher le dialogue, à empêcher de faire société. Et en fait, c'est un espèce de projet de la modernité, cette autonomisation des gens, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et de ne plus avoir de limites. Ça rejoint d'ailleurs l'idée de pas de limite de la croissance. Voilà. Et en fait, ça, c'est un peu le projet de la modernité, de se dire on va se libérer des carcans, on va se libérer des autres, on va se libérer de la nature. Et peut-être que le rôle de l'ingénieur, c'est pas de dire on va faire en sorte que, à coup de surenchère technologique, on permette à l'homme de se libérer de la nature, parce que peut-être que c'est pas bénéfique pour l'homme de plus être relié à rien. Et lui donc cet auteur-là fait l'analyse que les institutions sont là pour justement ralentir aujourd'hui, elles ont pour effet de ralentir cette innovation, ce qui peut expliquer notamment certaines tendances de libéralisme à dire on n'a pas besoin de l'État, il faut que l'État se désengage du secteur économique pour laisser l'innovation accélérer. Et justement, lui dit, mais en fait, cette innovation qui est freinée, elle a pour conséquence de donner un peu de vision aux gens. On arrive à anticiper ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, même s'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Et je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Sinon, j'ai un deuxième point. Je voulais juste sur ces points-là t'interrompre parce que du coup, sur le chat, il y avait pas mal de questionnements sur l'innovation. Tu as répondu à une grande partie d'entre elles, notamment. Maëlle qui posait la question sur l'innovation. Je ne la retrouve plus, désolé, je l'ai perdue. Mais en tout cas, Lucas a rebondi sur l'utilisation du terme innovation sociale et aussi le fait qu'il utilise le mot technique et pas technologique. L'innovation n'est pas forcément technologique. C'est des remarques du chat que je fais remonter pour animer un peu le débat. Et du coup, effectivement, donc si côté Wall Street, vous avez des points sur lesquels rebondir sur ces sujets-là. Rémi, peut-être également? Non, pas spécialement. Baptiste avait pas mal résumé la chose avant. Et, non, c'est sûr qu'il faut réduire les innovations. Dans le chat, ça parlait des nouvelles iPhones. Il n'y a aucun intérêt à faire un nouvel iPhone tous les ans. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Les ingénieurs n'ont aucun intérêt à sortir un iPhone tous les ans, à part pour faire de la thune. Voilà, pour être vulgaire. Mais c'est clair que c'est pas être un bon ingénieur que de vouloir créer un truc qui ne sert à rien finalement. En fait, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de consommer moins, mais il suffit de consommer mieux. C'est-à-dire arrêter la surproduction et faire des choses plus utiles et surtout qui durent plus dans le temps. Alors, il y a des questions là, le temps passe, il nous reste 7 minutes. Il y a Silo qui voulait finir ton propos justement sur ce point-là.
Peut-être que je vais te compléter sur le consommer mieux, ou en tout cas, je vais me concentrer sur le concevoir mieux, puisque c'est le rôle de Oui, oui, oui. l'ingénieur. C'est Je pense relié, qu'on hein, est tous concevoir et consommer, c'est relié. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la tendance actuelle, c'est plutôt à aller vers la complexification des objets, même les objets qui ne sont pas censés être techniques. Hein. J'en veux pour preuve l'IoT, les objets embarqués, les couches culottes connectées ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça a besoin d'être connecté? Bon, bah, mais voilà, on y va. On va vers le complexe. Dès qu'on a un problème, même un truc qu'on s'invente, boum, capteur numérique, surenchère technologique. Et en fait, on a perdu un peu les notions des besoins de base. On n'apprend plus aux ingénieurs à faire simple et à faire, entre guillemets, intelligent, parce que dès qu'on a un problème, c'est pas grave, on va prendre un matériau qui demande, qui est plus efficace, on va rajouter des capteurs, on va rajouter de la data, de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas questionner le besoin? Est-ce qu'on ne peut pas dire, ben, oui, j'accepte qu'il y ait telle contrainte, parce qu'au final, c'est pas bien grave. Et cette conséquence de la, je voudrais juste, je te laisse. Cette conséquence de la complexification, c'est ce que disait Gaël. Aujourd'hui, un téléphone, bah, c'est pas recyclable. Pourquoi? Parce que dedans, il y a 60 métaux en quantité infinitésimale. Je ne sais pas si un jour les métaux sont suffisamment rares pour que le marché, la main magique du marché fasse que leur prix augmente tellement qu'ils sont intéressants à recycler. Et du coup, payer des gens pour le faire, puisqu'il faudra bien payer des gens à un moment. En plus, avoir plus de pièces, là c'est un peu mon côté mécanique, mais avoir plus de pièces dans un objet, c'est avoir potentiellement plus de défaillances technologiques. En plus, avoir quelque chose de miniaturisé, ça va faire un produit qui est plus difficile à produire. En plus d'avoir une dispersion des matières premières et donc d'avoir un usage dispersif, si vous voulez regarder, c'est une des grosses limites au recyclage. En plus, ces trucs très miniaturisés, ça nécessite assez inversement des infrastructures énormes qui sont hyper connectées entre elles. Par exemple, produire des processeurs, ça nécessite des usines à coût de... Enfin, une nouvelle usine, il me semble que ça coûte dans les 10 ou 15 milliards d'euros pour faire une seule usine, sachant que la technologie n'est contrôlée que par une société au monde. Donc après, il y a une question de liberté des gens et comment on fait face à ça. Est-ce que bon, il y a besoin de mettre 15 milliards d'euros pour faire des processeurs dans une usine? Et cette chose-là, ça entraîne aussi une perte de l'appropriation de la technique par les utilisateurs. On ne sait plus aujourd'hui une voiture, bon, ben voilà, il y a un problème, ben, il y a un problème. Il y a 100 ans, une voiture, elle avait un problème, on ouvrait le capot et ben, basiquement, quelqu'un qui avait déjà ouvert le capot de sa 2 chevaux 3 fois pouvait trouver une panne courante, évidemment. Il y a toujours des pannes un peu plus techniques, mais voilà. Si vous voulez vous voir là-dessus, il y a Matthew Crawford, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur, qui parle exactement de ça. Et après, je vais laisser peut-être Paul. Le nom de l'auteur a déjà été mis sur le chat si vous voulez checker. Du coup, Paul, le mot de la fin très rapidement sur ce point. Oui, je vais essayer de faire le lien entre ce que disait Rémi et ce que vient de dire Silvio sur un plan politique. En fait, Rémi faisait remarquer effectivement qu'est-ce qui force un ingé à designer un iPhone tous les ans, etc. Et il a dit, bah voilà, c'est fait, il n'y a que faire de la thune qui force ça. Mais d'une part, l'ingénieur, bah voilà, il est forcé de faire ça parce qu'il est dans une relation de subordination à son employeur, c'est lui qui prend les décisions sur la production. Donc, l'ingénieur, il ne peut pas tout faire. En fait, on ne peut pas non plus, entre guillemets, lui en vouloir de la structure même des rapports sociaux dans cette question-là. Mais on peut effectivement lui donner des directions. Mais la direction de consommer mieux, concevoir mieux, elle doit se comprendre aussi dans une perspective politique qui est justement se donner les conditions de possibilité pour pouvoir faire ce genre de choses. Et actuellement, et en fait, c'est ça peut-être l'esprit principal de la décroissance pour conclure, et que je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer si bien que ça auprès du public, c'est que la déséconomisation, la diminution de la sphère marchande dans notre vie, elle a précisément objectif de réaliser ça, en fait, de faire en sorte que la volonté de profit qui structure les rapports sociaux de production, elle soit marginalisée, pas qu'elle disparaisse nécessairement, hein, d'ailleurs, les idées de marché et parfois du profit peuvent avoir un intérêt dans l'allocation des ressources, etc. Mais ça doit être pris vraiment avec beaucoup de prudence parce que la marchandisation, par contre, elle, on sait très bien à quoi elle mène le plus souvent, en tout cas. Tu mentionnais tout à l'heure, Baptiste, le fait que dans la croissance verte,
L'idée, c'était de donner un prix aux ressources naturelles, etc. Et effectivement, on voit un peu la logique. L'idée, c'est que si c'est un prix, du coup, ça va sans doute être géré un peu mieux, etc. C'est l'idée. Voilà. Après, historiquement, ce qu'on voit, c'est que quand on a marchandisé des ressources qui étaient en commun, enfin, gérées sous une logique de commun ou autre, ou quelque chose du même genre, en fait, on ne les a pas mieux gérées sur le plan de leur disponibilité ou quoi que ce soit. Par contre, certains ont pu en tirer profit sur le plan monétaire et donc en acquérir un pouvoir politique associé. Et donc, dans le cadre de la décroissance, l'idée de poser explicitement ces questions-là. Et c'est peut-être quelque chose qui, même si on se rejoint sur plein de points avec la croissance verte, manque peut-être encore actuellement dans la croissance verte, c'est cette remise en cause, en fait, de justement se donner les moyens politiques réellement d'atteindre ces objectifs. On va juste passer aux questions. C'était très intéressant. J'ai reçu énormément de questions. Merci le chat, vous êtes très actifs, c'est très bien. Mais du coup, j'en ai sélectionné deux, je suis désolé. J'ai une question du coup pour la team Croissance Verte. C'est une question de Thibaut qui posait la question de finalement la croissance, elle sous-entend qu'in fine, la croissance verte, in fine, il y a quand même une limite planétaire qui va être atteinte et du coup, la décroissance à un moment sera inévitable. On ne pourra pas continuer de croître indéfiniment, à la rigueur stagner. Et du coup, la question c'était, je l'ai reformulée, excuse-moi Thibaut, est-ce qu'on doit la subir ou être prêt, comment l'envisager? Est-ce qu'effectivement il y a la décroissance, c'est ça? La décroissance, si du coup on continue dans un objectif de croissance verte. En fait, la croissance verte, c'est tout l'enjeu derrière ça, c'est de repenser justement les notions de croissance. Il y a un peu la phrase mythique, je l'ai pas parfaite, mais celui qui pense que la croissance est infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Oui. C'est cette idée-là, en fait, c'est-à-dire que pour les personnes qui défendent la croissance verte, tout peut être développement, tout peut être croissance, tout peut être marchandisation finalement, mais ceux qui croient vraiment acceptent le découplage entre physionomie et économie. C'est de l'immatériel, l'économie. Et en fait, une croissance, c'est pour ça qu'un économiste pourrait croire à une croissance infinie dans un monde fini. C'est parce que la croissance, c'est une manière d'évaluer le flux des échanges, finalement, si on parle très basiquement en économie. Et même dans un monde avec une plus forte sobriété, même dans un monde décroissant finalement, les échanges peuvent continuer d'augmenter, les échanges peuvent continuer d'être nombreux, et pas que les échanges de biens, les échanges d'idées, les échanges de confiance. Et en fait, c'est la différence avec la décroissance, c'est surtout dans une approche de fondement. La différence, elle se fait sur les fondements et sur les définitions beaucoup. Et donc, c'est pour ça que cette idée il y a aussi une question politique aussi très importante. C'est aussi une question de priorité politique. Mais par contre, on est d'accord sur la convention sociale de la valeur. Hein. C'est ça. Dans la décroissance, on est tout à fait OK avec cette et en fait, finalement, en fait, je pense que dans la croissance verte, la question de la décroissance forcée, elle ne se pose pas vraiment. Parce que la croissance verte, elle se base sur des fondements qui, pour elle, il y aura toujours… il y a une grande confiance dans l'avenir, dans la croissance verte. Il y a une grande confiance dans l'avenir, c'est important. C'est une différence avec peut-être la décroissance. C'est que la décroissance, elle est peut-être beaucoup plus au fait des risques et des enjeux, là où la croissance verte va avoir une confiance dans la technologie et en l'avenir. Et donc, il y a beaucoup de points qui ne sont pas forcément abordés. D'accord. Merci pour la réponse. Il y a une question pour la team décroissance, mais je vais la poser, vous répondrez sur le chat parce que la réponse, elle s'y prête. C'est une question de Pierre Bourmelon qui voulait savoir s'il y avait des exemples de plans d'action décroissance applicables en France. Alors, on ne va pas avoir le temps de trop s'éparpiller parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Mais je vais citer, en fait, je veux dire, en 15 secondes, en fait, une bonne partie des ressources qu'on a mobilisées pour préparer ce débat, en fait, elles viennent d'une thèse qui a été publiée très récemment, en 2019, par Timothée Paric. Elle est disponible sur Internet. Elle s'appelle « L'économie politique de la décroissance ». Ça fait 700 pages en anglais, dans un style relativement académique. Donc, c'est costaud, il faut s'accrocher. Mais par contre, ça répondra à beaucoup de questions, je pense, des personnes qui ont pu au moins être intéressées par réfléchir à ces idées. Parce que, notamment, en gros, après une première partie sur la croissance économique et une deuxième partie sur les théories de la décroissance,
évaluer notamment sur le compatibilité. Alors, je vais parler par là parce que je crois qu'il y a un problème de son. Est-ce qu'on peut éteindre le micro principal? Ouais. De toute façon, c'est le temps de conclure, donc je vais reprendre la main. Juste coupe le son. Ouais, ok. Du coup, il faudrait couper juste débranche le micro. Ton ordi, non? Parfois, la technologie, il faut s'arrêter. C'était à ça de la fin. Bon, ouais, c'est bon. Donc, merci pour ces exemples. Donc, je crois que le lien de la thèse a été partagé dans le chat. Il est également dans les sources qui vont vous être partagées. Alors, du coup, pour conclure très rapidement, parce qu'on est déjà en retard et on doit partir du Rucher Créatif, donc on remercie à nouveau le Rucher Créatif pour son accueil et l'organisation. Merci à Wall Street et Ulysse d'avoir organisé ce débat. Merci à vous, internautes, d'avoir assisté à ce débat. Donc, vous êtes encore 35 à 22 heures passées et vous avez été assez nombreux et il y a des échanges très riches. Donc, merci à tous. Oui, merci Youssef d'être passé également. Oui, merci. Donc, n'hésitez pas à contacter les associations pour en savoir un peu plus. Et pour information, donc, Wall Street, encore une fois, toujours sur les problématiques plutôt de finance. Et donc, vous aurez la team croissance verte. Et côté Ulysse, plutôt la team décroissance. N'hésitez pas à approfondir avec eux. Ils seront ravis d'en parler. Et puis également, n'hésitez pas à questionner le rôle de l'ingénieur à l'UTT. C'était la fin du débat. C'est qu'on soit team croissance verte ou team décroissance, on a vu qu'il y avait un rôle de l'ingénieur et il faut se poser des questions. Et du coup, voilà, maintenant, c'est à vous tous de jouer. Donc, merci à tous pour le débat et à très bientôt, j'espère, dans le milieu de l'ingénierie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut! Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Rémi, on reste encore un petit peu avec toi le temps que tout le monde parte. Oui, je suppose. Ouais. C'est pour ça que je reste. Ouais.